Bonjour YouTube, c'est Portinou, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la SDH JCE TV. On est en 2026 et en 2026 j'ai pris une résolution. J'ai décidé de vous proposer un nouveau genre de vidéo que je vais proposer sur les trois chaînes de la JCE TV qui vont être plutôt des vidéos d'analyse de game design plus large que simplement regarder les cartes qu'on a dans nos différents jeux ou un peu plus profond que de vous présenter des decks ou des parties. Et ce que je vais faire dans un premier temps, parce que c'est une question que je me pose depuis très longtemps, c'est analyser la richesse du deck building. En l'occurrence ici, dans le Seigneur des Anneaux, donc je vais essayer de répondre à une question. Est-ce que le Seigneur des Anneaux est un bon jeu de deck building? Donc je ne parle pas d'un bon jeu de cartes, je parle d'un jeu qui permet de construire des decks intéressants. Et du coup, qu'est-ce qui fait un bon jeu de deck building? Avant qu'on essaie de se pencher plus en détail sur la question, il faut que vous ayez quelque chose qui, comme on est dans un jeu de cartes, vous permette de créer des synergies et des interactions entre vos cartes. En gros, pas seulement, le but c'est pas de faire un deck de 50 cartes qui sont fortes individuellement. Le but c'est que vous ayez des cartes qui se renforcent les unes les autres, c'est notamment l'idée d'un combo, et que vous ayez à côté de ça une certaine variété dans les decks que vous soyez capable de créer. Parce que évidemment, si tous vos decks sont des variantes du même deck de départ, en termes de richesse de deck building, c'est pas très intéressant. Et alors la troisième chose qu'on va aussi se demander, c'est est-ce que les mécaniques de deck building, en tout cas on va le prendre sous cet angle-là, permettent d'avoir un bon équilibre entre hasard et contrôle. L'idée étant, le but c'est pas de savoir si on est capable de faire des decks comme des gens comme Roxor ou Emmental par exemple sont capables de le faire, c'est-à-dire un deck qui va piocher toutes les cartes au tour 1 et qui va gagner le scénario au tour 1. Là vous avez un contrôle parfait, mais du coup vous avez complètement éliminé le hasard du jeu. C'est pas très intéressant en termes de richesse de deck building, c'est un exercice intellectuel intéressant, mais ça ne vous offre pas un jeu de cartes qui est renouvelable pardon, dans les interactions que vous pouvez avoir avec le jeu, puisqu'il va toujours se passer la même chose avec votre deck, peu importe ce que vous avez en face de vous, quoi. Donc, on va essayer d'explorer la question et on va parcourir différents points ensemble. Enfin, je vous fais un exposé, quoi, on dirait le prof. Mais la première chose qu'on va regarder, enfin la première chose que je me suis demandé, c'est à quel point le game design du Seigneur des Anneaux est quelque chose qui avait de l'impact. Parce que quand vous avez un jeu de cartes, il y a des règles dans ce jeu, des règles de jeu, et les règles vont avoir un gros impact sur ce que vous êtes capable de faire en termes d'effets de cartes. Je prends un exemple tout bête, mais au Seigneur des Anneaux, il n'y a pas de map à proprement parler, il n'y a pas de terrain. Vos cartes, elles sont devant vous, mais peu importe où elles sont placées, ça ne joue pas du tout, comme ça pourrait jouer sur Arkham par exemple, ou pour prendre un autre exemple, comme ça pourrait jouer sur un jeu comme Hearthstone, où là vous devez placer vos cartes à un certain endroit. Ici, c'est pas le cas. Donc évidemment, quand il n'y a pas de placement pour vos cartes, vous ne pouvez pas faire d'effet sur les cartes qui vont jouer là-dessus. Et donc, en termes de game design, il y a certains éléments qui vont être très importants pour la richesse de deck building qu'on a dans le jeu. Et le premier élément, c'est qu'en fait, de manière, ça paraît très basique, mais quand vous voulez faire une des trois actions principales dans le jeu, c'est-à-dire partir en quête, attaquer un ennemi ou défendre, vous devez incliner un personnage, sauf exception évidemment. Mais en gros, le fait d'incliner vos cartes, c'est quelque chose d'essentiel au Seigneur des Anneaux. Et comme par défaut, vous ne pouvez les incliner qu'une seule fois, vous comprenez bien qu'il est essentiel de trouver des manières d'incliner le plus possible de cartes sur un tour de jeu. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que du coup, tout ce qui va permettre d'augmenter le nombre d'actions qu'on est capable de faire, le nombre d'itérations d'une de ces trois actions, va devenir par défaut très fort dans le jeu et va du coup prendre une place prépondérante dans le deck building. Et la deuxième chose qui va jouer, c'est que dans les règles du Seigneur des Anneaux, il n'y a pas de limite au nombre de cartes que vous pouvez jouer par tour. Donc, vous voulez jouer, vous voulez vous permettre d'avoir le plus d'inclinaison possible sur un tour, et on ne vous limite pas sur le nombre de cartes que vous pouvez jouer. Ce qui pourrait être le cas si je fais la comparaison avec Arkham ou Marvel, dans ces jeux-là, puisque dans Arkham, par exemple, vous ne pouvez poser qu'un allié,
vous ne pouvez poser que 2 cartes qui prennent des emplacements de main. Au Seigneur des Anneaux, il n'y a pas de limite au nombre d'alliés. À Marvel, vous pouvez poser 3 alliés, pas un de plus. C'est pas le cas au Seigneur des Anneaux, il y a juste la notion d'attachement restreint, mais ça mis à part, vous faites absolument tout ce que vous voulez. Et en contrepartie du fait que vous pouvez jouer un nombre illimité de cartes par tour, vous ne piochez qu'une seule carte à tous les tours. Alors pourquoi est-ce que c'est important? En fait, ce que ça veut dire, c'est que euh, vous n'êtes pas du tout incité, vu ces trucs-là, à jouer un deck, à construire un deck qui va beaucoup s'appuyer sur les événements au Seigneur des Anneaux. Pourquoi? Parce que un événement, c'est un effet one-shot. Et par définition, vous avez vous ne piochez qu'une carte par tour. Je mets de côté tout ce qui vous permet d'en piocher plus, mais par défaut, vous n'en piochez qu'une. Si vous jouez un événement, je caricature, mais si vous jouez une seule carte par tour, et que vous jouez un événement, l'événement, une fois qu'il est joué, voilà, vous n'avez pas fait progresser votre capacité à gagner. Il faudra que vous rejouiez un deuxième événement au tour d'après. Enfin, en tout cas, vous avez progressé, mais une seule fois, il faut recommencer du même point de départ au tour suivant. Si vous posez un allié, là, vous avez trouvé une solution pour le premier tour, mais cette solution, elle reste sur la table et elle va pouvoir rester d'un tour à l'autre. Donc le fait qu'il n'y ait pas de limite, ça vous incite simplement à poser encore toujours et plus d'alliés, ou toujours et plus d'attachements si vous êtes sur un deck 3 chasseurs par exemple. Mais en gros, on vous incite pas du tout à jouer des événements. Si vous piochiez, je fais la comparaison avec Marvel, si vous piochez 5 ou 6 cartes par tour, et qu'à côté vous avez une limite du nombre d'alliés que vous pouvez poser, évidemment, remplir votre deck d'alliés, c'est pas du tout quelque chose que vous avez envie de faire. Vous allez essayer de trouver beaucoup plus un équilibre entre le nombre d'alliés, puisque vous pouvez en mettre que 3 sur la table, et les événements. Et de toute façon, vu que vous piochez 5 ou 6 cartes à tous les tours, les événements, one-shot, ils ne vous pénalisent pas, vous allez refaire, enfin en tout cas pas de la même manière, vous allez refaire votre main au tour d'après. Donc vous voyez que ces deux trucs-là, ça va jouer énormément sur la richesse du deck building, et un autre élément qui va très fort jouer, c'est le timing de la phase de ressources, puisque au Seigneur des Anneaux, on paye nos cartes avec des ressources, sauf que les ressources, on les gagne en début de tour. Après avoir gagné nos ressources, on peut poser des alliés et des attachements sur la table, et ensuite va se passer tout le déroulé du jeu où vous allez envoyer des personnages en quête en ne sachant pas ce qui va se passer en quête. Il va donc potentiellement y avoir des ennemis à gérer. Et entre le moment où vous aurez posé des cartes et le moment où ça va se passer, vous n'allez pas gagner de ressources. Donc en fait, en début de tour, vous êtes confronté à un choix. Est-ce que vous posez des cartes qui vont rester sur la table, ou est-ce que vous thésaurisez des ressources pour jouer des événements qui pourraient vous servir en fonction de ce qui va sortir. Et donc vous comprenez que c'est pas du tout la même chose, c'est un énorme impact en termes de deck building. C'est pas la même chose que si vous aviez une phase où vous gagnez des ressources après la phase de quête ou la phase de voyage. C'est-à-dire maintenant commence la phase de combat, c'est là que vous gagnez des ressources. Tout d'un coup, ça change les choses, parce que si vous deviez jouer des événements, vous venez de gagner des ressources, vos événements jouables en phase de combat, ils deviennent tout d'un coup... Enfin, ils ont plus de chances d'être joués. Et si vous n'avez pas joué d'événements, vous poserez des alliés par la suite. C'est pas comme ça que ça marche. Vous gagnez des ressources pour poser des cartes dans un premier temps. Et s'il devait vous rester des ressources, vous pourriez les jouer pour des événements. Et donc vous comprenez que, comme vous ne savez pas ce qui va se passer en phase de quête, comme vous ne savez pas ce qui va se passer en phase de combat, encore une fois, par défaut, vous avez des moyens de savoir ce genre de choses avec des cartes particulières, mais par défaut, dans les règles de base, c'est comme ça que ça se passe. Comme vous ne savez pas ce qui va se passer, autant avoir une solution qui va rester sur la table, et qui va être beaucoup plus pérenne, en gros. Donc tout ça, ça limite en fait votre richesse de deck building. Si on compare des cartes qui ont des effets similaires, je vous prends un exemple. Enfin, je vous prends 2 exemples. Vous avez un événement défense désespérée, vous pouvez déclarer un personnage sentinelle défenseur pour lui donner 2 points de défense, et s'il prend pas de dégâts, vous le redressez à la fin de l'attaque. Ça coûte une ressource. À côté de ça, vous avez un attachement qui est le courage inattendu, que vous pouvez attacher à un héros, et vous pouvez, à n'importe quel moment, redresser le héros sur le tour. Vous comprenez que il n'y a jamais qu'une différence de une ressource entre les deux. Il y en a un qui est circonstanciel, qui ne vous permet de redresser un personnage qu'une seule fois, dans un cas particulier, c'est-à-dire qu'il a défendu et qu'il est sentinelle. L'autre vous permet de redresser n'importe quel héros, n'importe quand.
Donc évidemment, il pourrait y avoir des cas où défense désespérée serait intéressant, mais ce qui va se passer en pratique, c'est que, sachant qu'on a accès à la même sphère ici pour jouer des cartes, ben, vous allez avoir beaucoup plus tendance à jouer courage inattendu et défense désespérée. C'est une carte qu'on va quasiment jamais voir sur la table, alors que techniquement, parce qu'en techniquement, elles sont en concurrence l'une avec l'autre. Pareil avec ce que vous avez à droite. Vous avez un événement Kazad qui vous dit que vous pouvez donner plus 3 d'attaque à un personnage nain, une fois, pour, pour une attaque. Et à côté, vous avez un allié, le maître de bataille, qui a plus 1 d'attaque pour chaque autre personnage nain que vous contrôlez. Si vous contrôlez déjà 3 personnages nains, ben lui il attaque à 4. Donc oui, vous avez dépensé des ressources, bien sûr, par rapport à l'événement. Mais comme vous avez deux manières, vous avez d'un côté un événement et de l'autre un allié qui dans les deux cas sont là pour augmenter votre capacité à mettre des dégâts, et vous comprenez qu'il y a l'événement qui le fait une fois, l'allié qui va le faire à tous les tours, et donc ben, les 3 ressources, vous allez avoir envie de les dépenser, et comme je le dis, vous seriez dans le cas de figure où on pourrait mettre qu'un certain nombre d'alliés sur la table, et on piocherait 5 cartes par tour comme à Marvel, ben, Kazad rentrerait beaucoup plus souvent dans le deck que Maître de bataille des Rébors. Donc on est sur un jeu en fait avec le Seigneur des Anneaux où ben, mine de rien on est incité à poser des alliés. Et en fait vous allez regarder, si vous faites l'exception des decks 3 chasseurs, il y a dans l'écrasante majorité des decks au moins 15 alliés présents, la plupart du temps au moins 20 alliés présents. Donc on va généralement tourner entre 20 et 25 alliés, c'est pas anodin, ça change quand même beaucoup les choses en termes de deck building. C'est assez rare d'avoir des decks, enfin vous ne verrez pas en fait, vous verrez pas un deck 100% événement au Seigneur des Anneaux. Parce que c'est pas viable. Donc il va au moins falloir des attachements, il va au moins falloir des alliés, du fait qu'il faut incliner vos cartes pour faire des trucs. Et que c'est ça qui va, qui va primer. Et comme vous piochez peu de cartes, bah, vous avez compris l'idée. Quoi. Je vais pas répéter ça 50 000 fois. Il y a d'autres choses qui vont avoir un gros impact sur le game design. Les ennemis, alors j'ai mis les ennemis, mais c'est pas seulement les ennemis, en fait, vous avez les ennemis, vous avez les lieux, vous avez même parfois des traîtrises, qui sont immunisés aux effets des cartes des joueurs. C'est un gros problème qu'on a eu au Seigneur des Anneaux, en boîte de base, il y a des cartes qui sont extrêmement puissantes. Tester sa volonté, qui vous permet d'annuler l'effet révélé d'une carte, donc généralement, enfin d'une traîtrise, je pense que c'est une carte, mais généralement c'est employé sur une traîtrise. Vous avez le danger de la forêt que vous pouvez attacher à un ennemi pour l'empêcher d'attaquer. Vous avez la feinte qui vous permet d'annuler une attaque. Et en fait, ces cartes-là, malheureusement, ont très fortement conditionné le game design par la suite. Le problème, c'est pas les cartes, c'est ce qui en a été fait par les designers, c'est-à-dire que les designers, se rendant compte a posteriori qu'ils avaient créé des cartes très fortes, n'ont pas voulu laisser la liberté aux joueurs d'employer ces cartes trop fortes à leurs yeux dans toutes les situations. Donc ils se sont dit, il y a des cas où on va rendre les cartes immunisées du fait de ces cartes fortes-là. Donc il y a un ennemi qui attaque très fort, il faut dans le scénario que cet ennemi soit capable de taper, donc ben, on va empêcher les joueurs de jouer le danger de la forêt et on va l'immuniser aux effets des cartes joueurs, ou alors on va dire qu'on ne peut pas poser d'attachement sur cet ennemi. Il y a une traîtrise qu'il faut absolument, pour des raisons scénaristiques, tout ce que vous voulez, qui se déclenche sur un scénario, on va faire en sorte que les joueurs ne puissent pas l'annuler avec leur tester sa volonté, etc., etc. Et pourquoi est-ce que ça a un gros impact ça sur le deck building du jeu? Ben, en fait, en pratique, euh, toutes les tous les effets un petit peu originaux, toutes les manières un petit peu originales d'interagir avec le jeu sont complètement se font défoncer par un game design pareil. Parce qu'en fait, on vous dit, si vous avez un ennemi qui est immunisé aux effets des cartes joueurs, toutes les manières un petit peu détournées de vous débarrasser de lui, ben c'est mort. C'est mort, vous pouvez pas. Donc, comme ce genre de truc va revenir très régulièrement dans le Seigneur des Anneaux, ben ce que les joueurs vont se dire, c'est, ben en fait, les decks originaux, à moins de m'amuser sur un scénario facile, ça tient pas la route et je peux pas commencer à explorer ce genre de voie. En gros, il me faut de la stat brute pour quêter, attaquer, défendre. Et in fine, il va falloir que mon deck soit capable de quêter, attaquer, défendre. Je peux pas essayer de défausser des ennemis, je peux pas essayer de mettre des ennemis dans des pièges. Si vous voulez jouer piège et que vous avez un ennemi
enfin, vous êtes sur un scénario où il y a un ennemi qui est immunisé aux effets des cartes joueurs et qui doit être vaincu pour que le scénario soit terminé, ben vous pouvez pas jouer sur votre mécanique piège. Ça a l'air con, mais il y en a plein des mécaniques comme ça qui sont complètement flinguées. Donc vous comprenez qu'en termes de deck building, on se retrouve très limité. On va avoir tendance systématiquement à privilégier les alliés, voire les attachements. Vous avez une hiérarchie en fait, les alliés, puis les attachements, puis les événements qui sont le parent pauvre du jeu. Comme on pioche qu'une seule carte par tour, etc., ben en fait tous les événements qui sont un peu circonstanciels, ben vous allez les mettre de côté. Et vous allez utiliser uniquement des événements qui ont des effets génériques et qui sont utilisables de manière universelle. Et en fait, et dernier point, ben comme il y a un déséquilibre dans le coût des cartes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un coût prohibitif pour des alliés et des attachements par rapport à des événements. Regardez, hein, le courage inattendu, ça coûte qu'une ressource de plus que cet événement. Ben, tous ces trucs-là, en termes de game design pur, vont complètement vous inciter à jouer alliés et attachements, et les événements, c'est très rare. En fait, vous faites ça pour déconner, de mettre des événements qui sont circonstanciels, on ne fait pas ça, quoi. Et donc en fait, bah, déjà, là, en termes de deck building, on est très restreint juste parce que le jeu a été pensé, et les mécaniques de jeu ont été pensées d'une certaine manière. Donc ça met déjà du plomb dans l'aile dans la capacité de deck building du jeu. Et alors, il y a une deuxième chose qu'on va essayer de se demander, c'est bah, qu'est-ce qu'il en est du design des archétypes dans le jeu. Les archétypes, c'est un truc extrêmement important dans un jeu de cartes. C'est quoi un archétype si vous n'avez pas l'habitude d'entendre ce terme-là? Un archétype, bah, vous voyez, c'est un ensemble cohérent de cartes qui partagent des mécaniques communes qui ont été créées pour supporter un style de jeu spécifique. Je vous donne un exemple parce que c'est peut-être pas très clair. Euh, Noldor, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est un archétype. C'est tout un ensemble de cartes. Alors je dis Noldor parce que là ça marche très bien. Vous avez un trait racial et une mécanique de jeu qui fonctionne de manière extrêmement cohérente. En fait, vous avez une mécanique de jeu, un style de jeu qui va consister à défausser des cartes de votre main. Euh, pour obtenir différents effets. Donc, vous allez défausser des cartes pour réduire le coût de vos alliés, vous allez défausser des cartes pour soigner des personnages, vous allez défausser des cartes pour redresser des personnages. Enfin bref, vous avez cette idée qu'il faut que vous défaussiez des cartes. Et à côté, vous avez d'autres cartes qui vont venir vous récompenser d'avoir été défaussé. La lumière elfique qui va vous dire, vous pouvez la rejouer de votre défausse pour piocher des cartes. Vous allez avoir comment Qu'est-ce que vous avez d'autre comme cartes qui vous récompensent pas qui vont tenir la mécanique. Vous avez Erestor qui va vous faire piocher plus de cartes par tour, mais vous les faire défausser derrière. Donc en fait, Erestor vous invite à consommer vos cartes. Vous avez Galdor qui vous dit une fois que votre main sera vide, vous pourrez refaire une main. Enfin, bref, ça c'est un archétype, c'est vraiment pensé pour faire tourner une mécanique particulière, un style particulier, dans lequel vous défaussez des cartes de votre main et vous en tirez des bénéfices. Donc en fait, ça définit un plan de jeu reconnaissable, et c'est pas la même chose que de simplement jouer des bonnes cartes. Le principe d'un archétype, c'est que vous avez une stratégie particulière et que votre deck tourne autour de cette mécanique et de cette stratégie particulière. Et pourquoi est-ce que les archétypes sont aussi importants? Parce que du coup, l'idée c'est que vous avez différentes manières d'interagir avec le jeu, ça va créer énormément de rejouabilité et de richesse, parce que défausser des cartes de votre main, c'est une manière de jouer, mais évidemment, c'est pas du tout pareil que la mécanique meule que vous allez retrouver avec les nains, qui consiste à défausser des cartes du dessus de votre deck. Ça marche pas exactement de la même façon. C'est pas pareil que la mécanique de sacrifice que vous retrouvez avec le Rohan, où il y a des personnages qui sont déjà sur la table et vous les sacrifiez pour en tirer des bénéfices. Ça, ce sont des archétypes. Et du coup, quand on regarde ce qu'il en est au Seigneur des Anneaux, des archétypes, il n'y en a pas tant que ça, mine de rien. Alors peut-être que j'en ai oublié certains, j'ai repassé le jeu en revue, j'ai pas mis Alep, pour ceux qui se posent la question, je prends vraiment juste le jeu officiel, et en fait si vous faites le compte, alors j'ai pas recompté mais je vais le faire rapidement, je compte 18 archétypes. Et je me répète, un archétype c'est une mécanique de jeu dans la définition stricto sensu. Donc c'est pas un trait racial, c'est-à-dire que il n'y a pas d'archétype nain au Seigneur des Anneaux. Parce que les nains, nain c'est un trait, mais en termes de mécanique, vous retrouvez deux mécaniques différentes chez les nains. Vous retrouvez la mécanique de Swarm. Donc la mécanique de Swarm, ça veut dire que vous allez poser des cartes qui n'ont pas de très bonne valeur
de base, mais qui vont typiquement être boostées par d'autres cartes qui vont du coup les rendre beaucoup plus intéressantes. On appelle ça aussi l'archétype Zo dans d'autres jeux, c'est-à-dire vous posez des petites cartes, mais ces petites cartes vont être boostées par d'autres qui d'un coup les font décoller. Donc c'est par exemple d'un pied d'acier dans la race nain, vous posez plein de petits nains, voilà, tous vos sales nains, et vous avez tout d'un coup d'un qui dit, bah, boum, là vous êtes tous vos petits persos, ils ont des stats qui sont beaucoup plus fortes. Donc évidemment, poser 10 nains, ça devient beaucoup plus intéressant que de poser 3 nains. Et à côté de ça, vous avez la mécanique de meule, qui vous consiste à défausser des cartes du dessus de votre deck. Dans les deux cas, ça se joue avec les nains, mais ce sont deux mécaniques différentes. Par contre, la mécanique de Swarm, en tant que telle, ben, vous la retrouvez chez les nains, mais vous la retrouvez aussi dans la race Gondor. C'est la même mécanique, c'est le même archétype en fait. C'est un archétype de Swarm. C'est la même mécanique dans les terres extérieures. C'est une mécanique de Swarm. Mécaniquement, vous ne faites rien de différent en fait. Vous posez plein de petits alliés sur la table qui vont être renforcés par d'autres cartes. Ça va être Boromir, ça va être le commandement visionnaire au Gondor, et ça va être les alliés entre eux avec les terres extérieures, mais ça reste du Swarm quoi. Et vous regardez, pareil pour la mécanique de jump, ce qu'on appelle le jump, c'est-à-dire vous allez poser des alliés et vous allez remonter dans votre main, et en fait le fait qu'ils rentrent ou qu'ils sortent du jeu vous procure des effets. Vous avez le jump Sylvain, vous avez le jump Hobbit qui tourne autour de Tom Chaumin, et vous avez plusieurs alliés euh, Hobbit qui ont des effets d'entrée de jeu, et vous avez la mécanique de jump chez les aigles qui vous donne des effets quand ils rentrent et quand ils sortent du jeu. Mais c'est la même mécanique de jeu, c'est ça que je veux que vous compreniez. Et vous allez me voir venir, parce qu'il y en a qui me disent c'est pas pareil, et je veux justement y venir. Mécaniquement, c'est pareil. Le Sylvain et les aigles, c'est mécaniquement la même chose. Et en fait, vous voyez que du coup, quand on regarde les choses comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Des archétypes, des méthodes enfin des manières de jouer qui sont vraiment très spécifiques. Je vous prends je vous prends un autre exemple. Euh, Il y a un archétype qui est de jouer pile de victoire. Là, vous voyez que c'est pas lié à un trait racial en particulier, mais pile de victoire, ça consiste à mettre des cartes dans la pile de victoire pour en tirer des bénéfices. C'est ce que vous allez avoir avec Regard Pénétrant, qui va du coup vous donner un effet très puissant et vous récompenser d'avoir mis des cartes en pile de victoire. Vous allez retrouver Rossiel, dont les stats vont être boostés en fonction des cartes que vous avez mis en pile de victoire, etc., etc. C'est une mécanique de jeu, c'est une manière d'interagir avec le jeu, c'est-à-dire que maintenant vous retirez des cartes du deck de rencontre, elles sont plus dans la partie, c'est original dans le sens où vous ne retrouvez pas ça dans les autres archétypes, c'est une autre manière de... C'est une autre stratégie en fait. Et du coup, ben, on en vient au point qui est important, c'est que 18 archétypes, c'est pas beaucoup. Dans un jeu aussi riche, dans un jeu où il y a plus de 1000 cartes, mine de rien, si vous faites les comptes, alors vous retirez les cartes génériques, hein, mais là je vous parle vraiment d'une mécanique de jeu, c'est pas tant que ça. Et, et, et on en revient à tous les points de game design qu'on avait discuté, mais comme vous devez incliner des persos, comme vous avez un nombre illimité de cartes, comme vous avez des cartes du deck de rencontre qui sont immunisées, mine de rien, ça limite aussi le champ des possibles, quoi. Et ce qui est, vous pouvez vous dire, ouais, mais je vais pouvoir faire des trucs sympas avec la mécanique de jump parce que je vais pouvoir aller chercher maintenant des sylvains, des hobbits et des aigles, par exemple. Mais là, on en vient à un petit problème, c'est qu'à côté du fait que vous avez un nombre relativement restreint d'archétypes, le card design est refermé sur les archétypes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les cartes qui ont été designées n'ont pas été pensées pour faire interagir les archétypes entre eux. D'ailleurs, c'est un truc qu'on va vous dire, c'est si vous voulez thématiquement vous faire un deck, comment dire, comment il s'appelle merde, j'ai un trou, les mecs avec les oreilles pointues. Oh là là, les elfes. Oh là là. Vous voulez faire un deck elfe où vous mélangez des Sylvains et des Noldor. Tout le monde va vous dire ça marche pas. Mécaniquement, ça marche pas parce que les mécaniques de jeu sont différentes. Et il y a trop peu de ponts qui ont été pensés pour vous permettre de faire interagir deux mécaniques entre elles. C'est bête, mais je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui vous récompense dans le jeu de défausser des alliés? Vous allez retrouver par exemple Gamelin qui vous dit quand vous avez défaussé une carte Rohan, vous pouvez incliner Gamelin pour la faire remonter dans votre main.
Vous avez un événement dont j'ai oublié le nom, peu importe, qui vous dit vous pouvez défausser un allié en jeu pour, je sais plus ce que c'est, retirer une condition, retirer un attachement condition du jeu. Donc en fait une crasse quoi. Mais qui est-ce que vous avez envie de défausser du jeu? Ben, Gamelin il vous dit quand vous défaussez un rang, vous le remontez dans votre main, ok très bien. Mais il n'y a rien d'autre, et alors vous allez avoir le corps de la marche que vous pouvez attacher à un personnage rang, et qui vous dit quand le personnage est défaussé, enfin quand le personnage, quand vous défaussez un personnage qui partage un trait avec le héros attaché, vous piochez une carte. Mais on revient sur le trait rang. Et donc, vous vous retrouvez avec des cartes qui ne vous font interagir qu'au sein d'un même archétype. Vous n'avez pas de cartes qui font... Les cartes ne sont pas pensées pour bénéficier d'un effet particulier, en tout cas c'est extrêmement rare, un effet particulier qui va vous faire un pont avec un autre archétype. Alors je prends un exemple avec un autre jeu. Euh, pour ceux qui connaissent, parce que pour l'instant je joue à ça, Marvel Snap sur téléphone. C'est un autre jeu de cartes, type Hearthstone, etc. Euh, Dedans, vous avez, comme dans tout jeu de cartes, des archétypes. Il y a un des archétypes qui est un archétype destruction. C'est-à-dire, vous détruisez certaines de vos cartes sur la table, un peu comme le rang finalement. Vous détruisez des cartes sur la table et vous en tirez des bénéfices. Par exemple, il y a certaines cartes qui, quand elles sont détruites, se régénèrent ailleurs avec plus de puissance. Et ben, vous avez des cartes qui vont détruire les premières pour booster leur propre puissance. Donc là, vous voyez tout de suite l'idée de faire interagir ces cartes-là entre elles. C'est un archétype. Et à côté, vous avez un autre archétype qui est l'archétype des cartes révélées, c'est-à-dire que ben, là, vous avez, un peu comme au Seigneur des Anneaux, on a des effets d'entrée de jeu, des cartes qui, une fois que vous les posez sur la table, une fois qu'elles sont révélées, vont produire un effet. Alors, ce sont deux archétypes différents, et dans les deux archétypes, vous avez des cartes qui vous permettent de, comment dire, faire tourner l'ensemble des cartes ensemble pour avoir une stratégie cohérente. Mais vous avez aussi des cartes qui vont vous permettre de faire des ponts. Il y a notamment une carte dans ce jeu-là, c'est Zola en l'occurrence, qui vous dit vous pouvez détruire une carte sur un des emplacements, parce que Marvel Snap ça se joue avec 3 emplacements, vous pouvez détruire une carte sur cet emplacement pour la révéler sur 2 autres emplacements. Et là tout d'un coup vous vous rendez compte d'un truc, c'est que ça va me permettre d'interagir. Là j'ai détruit une carte, donc ça marche dans l'archétype destruction, si je veux jouer là-dessus. Et il y a des cartes qui me récompensent purement d'avoir détruit certaines cartes. Je vous parlais de celle qui, quand elle est détruite, se régénère ailleurs avec plus de puissance, mais je pourrais la faire interagir dans l'archétype destruction. Mais d'un coup, là, je me dis, il y a une carte qui avait un effet révélé très puissant. Alors en l'occurrence, dans ce jeu-là, vous avez Black Panther qui vous dit, quand cette carte est révélée, vous doublez sa puissance. Mais là, tout d'un coup, je peux détruire Black Panther pour le révéler 2 nouvelles fois et redoubler 2 fois sa puissance. Donc mon personnage qui à la base passait de 5 à 10, je viens de le détruire et il va passer 2 fois de 10 à 20. Et ce que je veux que vous voyez là, c'est que j'ai une interaction entre un archétype destruction et un archétype une fois révélé, euh, qui ne sont pas fermés sur eux-mêmes. Alors que dans le Seigneur des Anneaux, je reprends l'exemple sur l'archétype de sacrifice Rohan, il n'y a aucune raison dans le jeu, ou en tout cas je ne vais pas tirer de bénéfice, je ne vais pas trouver de synergie à défausser des cartes qui ne sont pas Rohan. Vous voyez? Donc les archétypes sont très fermés entre eux. Et ça devient beaucoup plus pauvre tout d'un coup parce que j'ai peu d'archétypes, j'en ai une vingtaine, mais j'ai pas de raison de construire des decks hybrides. Vous voyez, si vous faites un deck Dunedain, vous faites un deck Dunedain. Si vous faites un deck Rohan, vous faites un deck Rohan. Vous n'allez pas voir quelqu'un dire j'ai trouvé une interaction. Encore une fois, je parle hors de Alep. Vous n'allez pas trouver quelqu'un qui va dire j'ai trouvé une super interaction entre le Rohan et les Hobbits. Ça n'existe pas. Entre les Cent et les Noldor. Voilà, c'est des trucs qui ne. Il n'y a pas de cartes qui croisent les archétypes entre eux, mine de rien. Et problème supplémentaire qu'on a dans le design des archétypes, c'est qu'ils sont centrés sur un trait racial. Donc non seulement ils sont refermés sur eux-mêmes, il n'y a pas vraiment de cartes, ou il y a très peu de cartes qui permettent de faire des ponts, mais en plus au sein même des archétypes, pour revenir sur la liste, la mécanique de jump, elle marche avec les Sylvains d'un côté, elle marche avec les Hobbits de l'autre, mais même malgré le fait que ce soit le même archétype, il n'y a rien qui vous permet de bénéficier à la fois des uns et des autres. Je prends un exemple, Roi des Elfes, c'est un attachement qui vous dit vous pouvez ramener un allié dans votre main,
pour redresser le héros attaché. Sauf qu'il faut que ça soit un allié Sylvain. Et on se dirait, si on avait une mécanique, si on avait Roi des Elfes qui était un attachement qui nous disait vous pouvez incliner cet attachement pour ramener n'importe quel allié dans votre main et redresser le héros attaché. Tout d'un coup, il se passe un truc, c'est que je peux faire un jump hybride entre les Sylvains d'un côté et les Hobbits ou les Aigles de l'autre. Et là, on commence à avoir une certaine ouverture de deck building. C'est pas le cas. Tom Chaumin vous dit quand vous faites entrer en jeu un personnage Hobbit, il gagne plus de d'attaque jusqu'à la fin du tour. Ça marche qu'avec les Hobbits. Vous voyez euh, Donc c'est voilà, vous avez chez les aigles les aigles des monts brumeux qui vous disent quand un allié aigle quitte le jeu, vous le mettez en dessous des aigles. Enfin, en dessous des aigles des monts brumeux. Donc vous voyez que j'ai des archétypes qui sont fermés sur eux-mêmes, et quand plusieurs traits ratios partagent le même archétype, il n'y a pas de pont qui est possible, parce que toutes les cartes centrales dans ces archétypes sont centrées sur les traits. Vous pouvez vérifier, à la mer, vous dites que vous pouvez défausser des cartes de votre main pour réduire le coût d'un allié Noldor. Ça a l'air bête, mais si vous aviez une carte qui s'appelait à la mer et qui vous disait vous pouvez défausser des cartes de votre main pour réduire le coût d'un allié, point, ça change la donne. Et là, regardez, vous prenez cette carte, tout d'un coup, vous pouvez jouer sur l'archétype Noldor avec des alliés qui bénéficient du fait que vous défaussez des cartes de votre main. Imaginez que vous avez un allié qui dit pour chaque carte que vous avez défaussée à ce tour-ci, il gagne plus 1 de volonté jusqu'à la fin du tour. Voilà. D'un coup, là, vous défaussez des cartes pour jouer d'autres alliés, mais lui, il reste central dans votre mécanique, et vous pouvez utiliser à la mer en disant je vais trouver une manière de piocher plus de cartes, je vais pas forcément tourner autour des restaurants Galdor, je vais faire de la pioche avec tous les moyens possibles pour pouvoir réduire le coût d'autres alliés. Je reste sur une mécanique de défausse, mais je suis pas refermé sur le trait Noldor. C'est pas comme ça que ça marche. Euh, je reprends un autre exemple avec l'archétype du Nedin. Vous avez Héritier de Valandil qui vous dit vous pouvez incliner l'attachement correspondant pour réduire le coût du prochain allié du Nedin que vous jouez, du nombre d'ennemis qui sont engagés avec vous. Donc c'est pas vous pouvez réduire le coût du prochain allié tout court en fonction du nombre d'ennemis en face de vous, parce que là tout d'un coup vous dites je peux faire un hybride entre les Dunedins qui vont engager des ennemis, et un autre trait pour lequel les cartes coûtent relativement cher, mais je vais utiliser la partie Dunedin de mon deck pour réduire le coût d'autres alliés qui viennent d'un autre trait. Ben non, ça vous pouvez pas non plus, parce que l'archétype Dunedin est refermé sur lui-même. Et donc là tout d'un coup vous vous rendez compte que en termes de deck building, ça referme complètement, ça crée des silos en fait. Vous avez vraiment un design en silo quoi. Les races entre elles, les mécaniques entre elles. Et le dernier problème qu'on a, c'est que maintenant qu'on comprend qu'en fait, mine de rien, vous avez un design qui est en silo, le problème supplémentaire, c'est qu'on a une très grosse hiérarchie interne dans les archétypes. Alors, vous voyez, je vous ai dit, je vous ai pris plein d'exemples sur le fait que les traits ratios étaient centraux. Vous voyez, Lost des Galadrim, ça vous permet de ramener dans votre main les alliés Sylvains. Encore une fois, ça pourrait être tous les alliés que vous contrôlez, vous les remettez sur la table. Mais là, Host des Galadrim, ça marche en Sylvain, ça marche en nain, en Hobbit, ça marche avec les aigles. Ben non, là, ça marche qu'avec les Sylvains. Ça ferme les Sylvains. Si vous voulez la compter, ça marche qu'avec les Hobbits. Voilà. On vous dit, vous pouvez aller chercher un Hobbit de n'importe où dans votre deck et le révéler, et puis il remonte dans votre main à la fin. Donc ça pourrait marcher avec les aigles, mais non, c'est uniquement Hobbit, quoi. Gamelin, il marche qu'avec les Rohan. La sentinelle de la citadelle, vous en réduisez le coût pour chaque allié Gondor que vous contrôlez. Donc ça referme les Gondor, le swarm Gondor sur lui-même. C'est pas pour chaque allié que vous contrôlez, point. Vous pourrez avoir un allié qui coûte plus cher, il pourrait coûter 8 par exemple. On dit pour chaque autre allié différent que vous contrôlez, j'en sais rien, vous réduisez son coût. Ça vous permet de faire quelque chose en swarm, toute race confondue. C'est pas comme ça que ça marche. Et le problème qu'on a, c'est que dans chacun de ces archétypes ratios, vous avez des fortes hiérarchies internes. C'est-à-dire que vous comprenez que du coup, si je joue Dale, je joue Dale quoi. Vous voyez, je regarde tous les alliés Dale. Si je joue Nain, je regarde tous les alliés Nains. Si je joue Rohan, je regarde tous les alliés Rohan. Sauf que dans ces archétypes, vous n'avez pas des sous-stratégies de puissance équivalente avec une orientation particulière au deck Rohan et puis une autre orientation au même deck Rohan. Non, dans l'archétype Rohan,
Je dis l'archétype Rohan parce que vous comprenez que l'archétype en tant que tel, c'est sacrifice, mais il n'y a que le Rohan qui le fait. Pareil pour le Dale, hein. Le Dale, l'archétype, c'est mettre des attachements sur les alliés, mais il y a que le Dale qui le fait. Bah, il y a un petit peu les nains, mais c'est surtout le Dale. Euh, il n'y a pas de. Enfin, c'est. Voilà, vous comprenez que. On en revient au problème des immunités, hein. En fait, l'idée, c'est que vous posez des personnages et les effets des cartes, c'est juste qu'elles deviennent plus fortes et qu'elles se redressent et que leurs stats sont boostés. Un bon exemple, c'est Ama. Euh, Ama, vous pouvez le redresser. Ça, c'est une action supplémentaire, en fait, hein, parce que c'est une inclinaison gagnée. Et vous pouvez lui faire gagner plus 3 de défense. Donc c'est des stats boostés. Mais vous regardez, hein, beaucoup d'effets au Seigneur des Anneaux, c'est vous réduisez les coûts, vous boostez les stats, et vous obtenez des activations supplémentaires. Et puis vous rajoutez le soin, la menace, tout ce que vous voulez, mais ça, il n'y a pas beaucoup de mécaniques sur lesquelles vous pouvez jouer du fait de toutes les immunités qu'on a créées très rapidement dans le jeu. Et donc dans les archétypes, voilà, vous prenez en Dale, ben, j'ai le gardien d'Esgaroth, qui me dit regarde-moi, je brille, je coûte que 2. Pour chaque attachement que tu me mets, je gagne plus 1 à toutes mes stats. Et à côté, vous avez le chevalier de Dale. Donc en fait, vous faites le compte avec le gardien d'Esgaroth. C'est pas du tout difficile quand vous mettez toutes les bonnes cartes ensemble d'avoir quelqu'un qui a 6 de volonté, 5 d'attaque, 6 de défense, 5 points de vie et que vous pouvez activer 2 à 3 fois tous les tours. D'accord? Vous faites les comptes et ça m'a coûté que 2 ce truc-là. À côté, vous avez le chevalier de Dale, coûte 4, 2 ressources de plus, qui a 2, 2, 0, 3, ça ce sont ses stats. Hein. Vous comptez qu'à côté, vous aviez un 6, 5, 6, 5. Vous pouvez dépenser une ressource pour le redresser. D'accord? Voilà. Sauf que lui, ben, il a des moins bonnes stats, il coûte plus cher, et vous devez dépenser encore plus de ressources pour le redresser. Voilà. Et vous avez le gardien d'Esgaroth qui, a priori, est capable, pour un coût équivalent, d'avoir des meilleures stats et d'avoir plus d'activation. Vous jouez Dale, vous faites quoi? Mais tous les jours, vous jouez le gardien d'Esgaroth. Je veux dire, il n'y a pas de. Il n'y a pas de décision stratégique quant à savoir est-ce que je joue le gardien d'Esgaroth ou je joue le chevalier de Dale. Il y en a un qui est strictement supérieur à l'autre en fait, pour faire des trucs équivalents qui sont attaquer, défendre et partir en quête. Le chevalier de Dale en plus, évidemment, il a une limite d'une fois par tour, donc c'est même pas, il n'y a même pas de combo à créer en disant en fait je peux le redresser 5 fois sur une phase de combat. Non, évidemment, on vous a limité à une fois par tour. Le nombre de cartes qui ont des limites à une fois par tour au Seigneur des Anneaux, c'est assez tragique, parce que ça casse beaucoup de combos, malheureusement. Et donc ben, en l'état, il n'y a pas de raison de jouer le Chevalier de Dale. Donc, vous comprenez que déjà, si je joue sur l'archétype super allié, je suis cantonné au Dale. Et si je voulais le faire avec les nains, ben, ce serait d'autres attachements qui ne vont que sur les nains. J'ai des héros, hein, vous prenez Brand, fils de bain, qui vous récompense de mettre des attachements sur les alliés Dale. Donc c'est pas mettre des attachements sur des alliés, ça marche que sur les Dale. Donc les nains ils sont exclus. Donc quand vous jouez Dale quoi. Vous mélangez pas Dale avec quelque chose d'autre. Et donc déjà je suis cantonné à faire un deck avec que des Dale. Et dans mon deck avec que des Dale, il y a des Dale qui sont meilleurs que d'autres. Bon, bah, je suis déjà. Voilà, par définition, ça restreint encore plus le deck building. Pareil, hein, Ama et Gutlaf, bon, bah, voilà, vous en avez un qui coûte 3. Ses stats, c'est 1, 2, 2, 2. Et vous pouvez lui donner 5 de défense, le faire défendre à 5 deux fois sur un tour quand c'est nécessaire. Et écoutez, vous avez Gutlaf qui a 1, 1, 2, 2. Donc il a des moins bonnes stats, il a le même coût de départ. Alors oui, évidemment, vous allez me dire, si vous contrôlez un héros rang, en fait, il coûte une ressource de moins. Oui, d'accord, mais bon, en l'état, on a des personnages qui font la même chose, ils sont là pour défendre, et il y en a un qui défend beaucoup mieux que l'autre. Donc, dans quel monde est-ce que j'ai envie de jouer Gutlaf plutôt que Ama? Je joue Ama. Et vous pouvez prendre plein d'exemples comme ça. Vous allez me dire, oui, mais si je joue pas. Je vois bien Shep, hein, Shep qui va me dire, oui, mais si tu joues pas énergie, machin. Oui, mais Ran est un archétype dont la carte centrale est en énergie. Donc, est-ce que j'ai envie de jouer l'archétype Rohan et la plupart des alliés sont en énergie. Donc, si je joue pas énergie, est-ce que je suis toujours en train de jouer Rohan? Probablement pas. Donc, vous comprenez l'idée. On est limité sur des archétypes qui eux-mêmes sont centrés sur des traits ratios, et au sein de chacun de ces traits, vous avez une très forte hiérarchie avec des cartes qui sont strictement meilleures que d'autres. J'ai fait un petit test, sans savoir ce que ça allait donner. J'ai pris un archétype au hasard, en l'occurrence, je suis tombé sur le Swarm dans le Gondor. J'ai regardé le deck thématique que j'avais joué
sur la JCE TV quand j'ai fait la série de parties avec les decks thématiques. Donc l'idée c'est, j'essaye de jouer uniquement des cartes qui ont du sens thématiquement, c'est-à-dire que si je joue Gondor, je ne vais pas vous rajouter des nains ou des Noldor ou des trucs comme ça, d'accord? J'essaie de faire le truc le plus thématique possible tout en optimisant le deck. Donc ça c'est ce que vous avez à gauche. Et à droite, vous avez le deck de Ruxor, le deck Gondor de Ruxor. Et Ruxor, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un optimisateur. C'est ce qu'on appelle un spike dans les profils de joueurs de cartes, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui essaie de faire les decks les plus forts possibles sans se mettre de réelles contraintes. Et vous regardez, à gauche il y a le mien, à droite il y a celui de Ruxor, donc à gauche vous avez un deck thématique, à droite vous avez un deck optimisé. Et si vous voyez pas si vous voyez pas le problème, je vais vous le mettre en évidence. Voilà, là je viens de vous je viens de vous montrer toutes les cartes qu'on a en commun entre le deck thématique et le deck optimisé. Je me suis pas concerté, j'ai pas forcément cherché à faire le deck le meilleur possible, mais vous constatez un truc, c'est que on a quasiment le même deck. Et je vais vous dire les différences qu'on a en fait. La première différence, c'est que moi je joue Aragorn parce que je joue le roi du Gondor et que lui il joue Erestor parce que c'est juste meilleur mécaniquement. Erestor qui va vous faire piocher plus de cartes. Euh, il joue Gardien de l'Ithilien, Mablung et Namarchand Rivière, qui sont des cartes que je n'ai pas mises parce que je considérais que c'était pas thématique. Je voulais faire un archétype Gondor en excluant toute la compagnie de Faramir, donc les Gardiens d'Ithilien ou Mablung je mets pas. Euh, et Namarchand Rivière, c'est pas un Gondor, donc je l'ai pas mis. Mais c'est une carte universellement forte, donc Roxor l'a rajouté. C'est tout, hein. C'est tout ce qui change. On a tous les deux le commandement visionnaire, on a tous les deux l'intendant du Gondor, et après, les cartes que j'ai rajoutées et qu'il n'a pas, et inversement, elles sont là parce que y en a qui marchent bien mécaniquement avec Erestor, et les miennes marchent mieux mécaniquement avec Aragorn. C'est tout. C'est tout. En fait, si j'avais remplacé Aragorn par Erestor, j'ai le même deck que Ruxor. Enfin, si je retire les exceptions thématiques et je dis bon, je m'autorise Restore, et je regarde pas si les événements sont thématiques parce que je disais Rune de Dairon c'est un nain sur l'image, c'est pas thématique. Mais si je me retire ce genre de contraintes là, on a le même deck à 5 cartes près. Et donc vous comprenez que si deux profils de joueurs différents qui essayent pas de faire la même chose, jouer thématique d'un côté, jouer opti de l'autre, se retrouvent à avoir des decks qui sont en de très grande partie les mêmes. Les seules cartes qui changent, ce sont les cartes d'économie pour l'écrasante majorité. Là aussi, en termes de richesse de deck building, tout d'un coup, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que comme vous avez une hiérarchie très forte, quand vous jouez Gondor, tout le monde joue les mêmes alliés. Quand vous jouez Sylvain, tout le monde joue les mêmes alliés. Quand vous jouez Hobbit, tout le monde joue les mêmes alliés. Il n'y a personne qui ne va pas mettre Rosie Chomin dans un deck Hobbit. Si vous jouez Ent, tout le monde va mettre les mêmes alliés, tout le monde va mettre Silverbarb, tout le monde va mettre comment il s'appelle Vif Sorbier, tout le monde va mettre l'Enterrant, enfin voilà, tout le monde va mettre les mêmes cartes, il n'y a pas de raison de ne pas mettre ces cartes-là, parce qu'elles sont strictement meilleures que celles qui sont à côté. Et donc là, vous commencez à voir où je veux en venir, c'est on a des silos, et au sein de ces silos, il n'y a pas tellement de variété stratégique possible, quoi. Donc le deck building, il commence à prendre du plomb dans l'aile. Et donc on va regarder un troisième truc, ce sont les combos. C'est pas la même chose que les archétypes. Les archétypes, c'est un ensemble de cartes qui sont pensées autour d'une mécanique commune. Donc c'est pas 2-3 cartes un archétype. Un archétype, c'est un nombre critique de cartes qui vous permet de faire tout un deck autour de cette stratégie-là. Donc il vous faut une masse critique pour que ça tienne la route. On pourrait discuter, j'avais mis les Harad dans la liste. Les Harad, est-ce qu'on a suffisamment de cartes? Pour moi, oui, parce qu'on a une bonne vingtaine de cartes qui tournent autour de la même mécanique. En tout cas, de la même idée de départ. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est une autre question. C'est un mauvais archétype, mais en tout cas, c'est quelque chose de différent. Mais les combos, ce sont des interactions plus courtes qu'un archétype. Donc, c'est une association de cartes, un combo, qui produisent un effet. Pour ceux qui ont vu les combos de l'avant, vous voyez l'idée. C'est une association de plusieurs cartes qui produisent un effet plus puissant, plus efficace et plus spectaculaire, ou plus spectaculaire que la somme des effets individuels. Donc, en gros, 1 et 1 égale 3, quoi, avec un combo. Et un combo, il n'est pas forcément il n'est pas forcément lié à un archétype. Évidemment, dans les archétypes, vous avez des combos dans tous les sens. C'est évidemment pour ça qu'on crée des archétypes, pour vous permettre de faire plein de synergies dans tous les sens.
Euh, mais la question qu'on va essayer de se poser, c'est est-ce qu'il existe des combos possibles dans le Seigneur des Anneaux? Enfin, à quel point c'est possible de faire des combos dans le Seigneur des Anneaux en n'étant pas, du coup, dans le silo d'un archétype. Parce que du coup, si je peux commencer à créer plein de petits combos entre cartes dans un deck, ben, ça va me permettre de faire un truc très riche, très inventif, très original. Donc ça augmente la, la capacité de deck building, enfin la richesse du deck building du jeu. Euh, et en fait, le truc, c'est que ben là aussi, on est un petit peu déçu. Parce que il y a plusieurs choses que je relevais quand j'analysais un petit peu le pool de cartes. C'est que d'abord, des combos qu'on peut faire permettent des associations que j'ai appelées exclusives. Ça veut dire quoi exclusive? Ça veut dire que ben, généralement, quand vous trouvez un combo entre deux cartes, les cartes qui composent ce combo ne combattent pas avec d'autres. C'est-à-dire là, vous avez trouvé une interaction, une richesse entre deux cartes, mais entre guillemets, c'est un hasard. Les designers n'ont pas pensé activement les cartes pour vous permettre de faire des combos multidirectionnels. Je vous prends un exemple. Il y a un combo qui est possible dans le jeu. C'est un combo entre garde vigilant et comment ça s'appelle, chemise de mithril, je sais plus. Mithril shirt en français, code de mithril, enfin je sais plus. Enfin, vous voyez l'attachement protégé énergie qui vous dit à chaque fois que le personnage attaché devrait prendre un dégât, réduisez ce dégât de 1. Et le garde vigilant vous dit vous pouvez, quand un autre personnage devrait prendre un dégât, le rediriger vers le personnage attaché. Là, vous avez un combo, parce qu'un truc que vous pouvez faire, c'est mettre la cote de mithril et le garde vigilant sur le même personnage, et quand vous devez subir des dégâts d'archerie, vous les redirigez tous un par un vers le personnage correspondant, et donc comme vous les redirigez un par un, vous les annulez tous à la filée, donc en gros vous annulez tous les dégâts d'archerie. Ça c'est un combo. Euh, le truc c'est que il n'y a pas d'autres combos dans le jeu. Si vous en trouvez un, bah, excusez-moi si je ne l'ai pas vu, mais moi je ne trouve pas d'autres combos où la cote de mithril devient intéressante. Et il n'y a pas d'autres combos que je vois où le garde vigilant devient intéressant. Vous pouvez évidemment utiliser ces cartes de manière pertinente, mais un combo à proprement parler, j'en vois pas beaucoup. Et donc en fait, quand il y a des combos, ben vous comprenez que là, ok, j'ai trouvé un truc entre deux cartes, mais cette carte-là, voilà, c'est bon, je l'ai utilisée. J'ai utilisé, enfin, je l'ai utilisé dans son combo, c'est fini. Il n'y en a plus d'autres, quoi. Bon, s'il y en a d'autres, il y en a peut-être un autre ailleurs, mais c'est tout. Je peux pas faire interagir cette carte avec d'autres d'une manière différente, quoi. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Il y a moins de possibilités. Euh, je vais vous faire la comparaison avec un jeu comme Marvel Champions, par exemple. À Marvel Champions, je prends comme ça comment dire. Là, comme ça, j'ai un événement en tête qui est dans comment on dit à Marvel, les aspects. Dans l'aspect agression ou agressivité, vous avez un événement qui vous dit quand vous mettez une pogne à un ennemi, pour chaque dégât en excès, vous défaussez une carte du dessus de votre deck et vous piochez chacune des cartes agression, de la sphère agression, de l'aspect agression, que vous avez défaussé par cet effet. Cette carte-là va vous permettre de faire des combos dans tous les sens. Vous permet de faire des combos avec toutes les cartes qui vous disent que vous augmentez les dégâts d'une attaque. Parce que plus vous augmentez des dégâts, plus vous mettez des dégâts en excès, donc plus vous allez défausser de cartes. Mais à côté, elle va aussi interagir avec autre chose, c'est que comme vous êtes en train de défausser des cartes du dessus de votre deck, ben vous pouvez bénéficier à Marvel Champions de cartes qui, quand elles sont, c'est le cas au Seigneur des Anneaux aussi d'ailleurs, quand elles sont défaussées du dessus de votre deck, vous produisent un effet, par exemple vous les ramenez dans votre main ou vous les mettez sur la table. Voilà, comme vous auriez une cache secrète ou un mineur de l'Ered Luin dans le Seigneur des Anneaux, c'est la même idée. Mais là, vous voyez que cette carte-là, elle interagit avec un premier truc, elle interagit avec un deuxième truc. Donc je pourrais la faire rentrer dans un deck qui essaye de mettre des dégâts en excès. Et il y a autre chose que ça ouvre à Marvel Champions, c'est tout l'archétype de ce qu'on appelle les déferlements, c'est-à-dire chaque dégât en excès que je devrais mettre, en fait, il est redirigé vers le méchant du scénario. Donc un dégât en excès sur un sbire, petit ennemi, il va sur le gros ennemi. Là je parle pour les gens qui connaissent pas Marvel Champions, ça vous avez un gros ennemi à vaincre. Donc là vous vous rendez compte d'un truc, c'est que je peux interagir avec les cartes qui sont défaussées du sommet de mon deck, qui elles-mêmes peuvent interagir avec d'autres trucs, par exemple des héros ou des alliés
qui vous font défausser des cartes du dessus de votre deck. Donc là, vous avez plusieurs moyens de faire rentrer ces cartes en jeu. Mais je peux aussi essayer de recentrer mon deck sur un autre type d'interaction qui est augmenter le plus possible les dégâts pour augmenter la probabilité de toucher des cartes rouges. Ou alors, je peux avec cette carte-là augmenter la densité, enfin rouge c'est agression, pardon. Je peux augmenter la densité de cartes agression dans mon deck. Je peux aussi essayer de bénéficier de ce genre d'effet pour le faire synergiser avec les déferlements. Et il y a encore d'autres choses. Donc, je peux aussi essayer d'utiliser ce genre d'effet pour meuler mon deck plus vite et essayer de le vider parce qu'il y a des héros qui vont être récompensés d'avoir vidé le deck plus vite. Bah, vous voyez, cette carte, elle permet des combos. Cette bête carte là, elle permet des combos dans tous les sens. Et à Marvel Champions, bah, ma cote de Mithril, elle interagit avec Garde Vigilant et c'est tout. Enfin, en termes de combos, quoi. Donc, bah, ça limite pas mal le deck building tout d'un coup. Et le truc, c'est que les combos dont je suis en train de parler, bah, souvent, ils sont limités à 2-3 cartes, et vous avez rarement des interactions multi-cartes. Là, je vous prenais l'exemple des déferlements à Marvel. Vous pouvez faire des combos avec 4, 5, 6 cartes ensemble, et tout d'un coup, là, vous créez un espèce d'effet supplémentaire, mais qui vous a demandé un setup assez massif. C'est pas le cas ici. C'est 2 cartes, et puis voilà, votre petit combo de 2 cartes, il est terminé, quoi. Donc généralement, c'est comme ça que ça se passe. Vous allez avoir un combo entre Rosie Chemine et Chant au coin du feu. Je vous ai pris quelques exemples. Ben, Rosie vous dit, quand vous l'inclinez, vous pouvez l'incliner pour donner l'équivalent de sa volonté augmenter la défense, l'attaque ou la volonté d'un autre personnage de la volonté de Rosie Chemine. D'accord? Ben là, vous voyez que ce que je peux faire, c'est commencer à booster la volonté de Rosie Chemine, par exemple avec une carte qui s'appelle Chant au coin du feu, et qui va lui donner plus un point de volonté pour chaque chant que je lui attache, et donc attacher plein de chants à Rosie. Mais c'est tout, enfin voilà, mon combo il est fini là. J'ai un combo entre Rosie et Chant au coin du feu, c'est tout, en fait. Et vous voyez aussi encore un truc, ça illustre tout ce que je vous disais aussi avant. Rosie, vous pouvez l'incliner pour augmenter les stats d'un héros Hobbit. Donc ça referme l'archétype, ça referme le trait Hobbit sur lui-même. C'est pas un effet que vous pouvez ouvrir vers d'autres traits raciaux, quoi. C'est les Hobbits qui restent entre eux, quoi, comme des consanguins. C'est vraiment ça, quoi. Vous avez un combo entre Aragorn tactique, le fameux, et Merry tactique, puisqu'en fait l'idée ça va être d'attaquer en duo avec Aragorn et Merry. Quand Aragorn tue un ennemi, vous pouvez aller chercher un autre ennemi pour l'engager, et quand Merry participe à une attaque qui a vaincu un ennemi, vous pouvez redresser un autre héros qui a participé à cette attaque. Et donc si j'arrive à redresser Merry plusieurs fois sur le tour, lui-même va redresser Aragorn, et Aragorn tuant les ennemis, on va pouvoir prendre un autre ennemi pour lui mettre une tarte. Donc en fait, si j'arrive à redresser Merry 4-5 fois, avec lui et Aragorn, on est capable de tuer 5-6 ennemis sur un tour. Mais le combo, c'est juste un combo entre Merry et Aragorn. Et tout le reste, c'est juste trouver des moyens d'augmenter le nombre de fois où vous allez redresser Merry. On en revient à ça, augmenter les activations. Et augmenter les stats de Merry et Aragorn. Donc, c'est tout. Voilà, il est fini votre combo, quoi. Alors vous pouvez me dire, oui, on peut aussi rajouter Pipin, parce que Pipin, il va aussi me faire piocher à chaque fois que j'engage un ennemi. Ok, mais voilà, vous l'avez votre combo, c'est 2-3 cartes, et tout le reste c'est du boost de stats et du boost d'activation, quoi. Rosie, voilà, Chant au coin du feu, l'interaction elle est finie, tout le reste c'est du boost de stats. Et du redressement. Et c'est tout. Et votre combo il s'arrête là, quoi. Donc, ça limite pas mal, quoi. Ça limite pas mal, et puis évidemment, quand vous voulez faire des combos un peu plus élaborés, un peu plus originaux, un peu plus perce-flamme, comme je les appelle, donc des combos qui essayent de faire des trucs qu'on voit pas d'habitude, ben souvent, malheureusement, dans ce jeu, ça se fait au prix de l'efficacité. C'est-à-dire que vous devez choisir entre être efficace ou être inventif. Alors je vous prends un exemple. Il y a un combo possible dans le jeu entre chemin de la nécessité, chemin de grands pas et une paix, je crois que c'est une paix tendue qu'elle s'appelle cette carte. Quand je connais pas le nom d'une carte, c'est mauvais signe. Chemin de la nécessité, vous l'attachez à un lieu, tant que c'est le lieu actif, vos personnages ne sont pas inclinés pour attaquer, défendre ou s'engager dans une quête. C'est top, mais comme c'est attaché au lieu actif, quand le lieu actif est exploré, vous êtes marron. Par contre, vous avez une option, c'est de dire je vais mettre ça sur le lieu actif, je vais envoyer mes personnages en quête qui ne s'inclinent pas parce que le chemin de la nécessité est le lieu actif, je vais révéler un lieu du deck de rencontre, grâce à chemin de grands pas, le lieu révélé va devenir le lieu actif,
Le lieu actif va se faire explorer parce que je vais faire un succès de quête. Okay, jusque-là, vous me suivez. Je vais pouvoir déclencher l'événement une paix tendue. Une paix tendue qui me dit quand un lieu est exploré, vous le remettez au-dessus du deck de rencontre. Et donc là maintenant je peux revoyager vers le lieu où j'avais attaché chemin de la nécessité. Au tour suivant, je peux de nouveau envoyer mes personnages en quête sans s'incliner. Comme j'ai remis un lieu au-dessus du deck de rencontre, je peux redéclencher chemin de grands pas et retourner de nouveau vers ce lieu. Et en gros, faire en sorte que à chaque fois que je dois partir en quête, le lieu actif est chemin de la nécessité et que cette carte ne soit pas défaussée. Ce combo là, vous allez sûrement vous dire, si vous connaissez un peu le jeu, putain c'est quoi cette usine à gaz? Et vous avez raison, c'est une usine à gaz. Et c'est ça que je suis en train d'essayer de vous démontrer, c'est que là, si vous essayez de faire ce genre de combo un petit peu plus originaux, vous devez faire des trucs que personne ne fait. Et pourquoi personne ne va le faire? Parce que ça vous demande d'interagir, je vous montre, hein, ça vous demande de faire interagir avec le combo avec deux événements, et des événements circonstanciels. Donc, ce sont deux choses qu'on n'aime pas faire au Seigneur des Anneaux. Et en fait, tout ça pour, entre guillemets, ne pas faire s'incliner vos personnages pour partir en quête. Ben, quelqu'un qui réfléchit à efficacité va dire autant mettre juste plus de personnages. Parce que si j'ai le choix entre avoir un personnage qui ne s'incline pas pour partir en quête et que je peux réutiliser derrière, ou avoir deux personnages, un qui part en quête et l'autre qui fait autre chose, je vais au plus court, je mets deux persos. Ça demande moins de cartes, et ça donne le même effet, voire mieux, parce que celui qui part en quête et l'autre, ils auront probablement des spécialités dans leurs stats, et ce sera plus efficace qu'un même perso qui fait plusieurs choses. Donc vous voyez que quand vous voulez faire des trucs un peu plus complexes, on va dire ça comme ça, voilà, vous vous mettez une balle dans le pied. Et le Seigneur des Anneaux étant un jeu difficile, et les joueurs n'aimant pas perdre, pour la plupart, c'est-à-dire faire des combos et dire je vais quand même me faire rouler dessus, ça abuse pas beaucoup de monde. Du coup, vous vous retrouvez à privilégier l'efficacité et à l'originalité dans beaucoup de cas, quoi. Enfin, ça limite l'originalité possible des decks si vous voulez un minimum gagner les scénarios. Et puis, il y a des cas où on a réussi à faire des combos inventifs entre cartes, et là, je vais donner de l'eau au moulin de Très Énervé et d'autres, hein, ou d'Aorakis, etc., si à haut tu regardes la vidéo. C'est le problème des errata au Seigneur des Anneaux, puisque la plupart des cas où on a trouvé des combos originaux et puissants, ils ont été complètement charcutés par les errata du jeu. Alors voilà, ici vous avez le cimetière, hein. Caldara, voilà, où vous aviez une interaction qui était très fun en disant Caldara, je peux la défausser pour faire revenir des alliés de ma défausse. C'est un vrai archétype, hein, Caldara, pour le coup. C'est l'archétype cimetière, comme je l'appelle, c'est-à-dire aller rechercher des cartes de votre défausse. Ça existe dans tous les jeux de cartes, hein. Voilà. Et donc l'idée c'est que il faut que je trouve une manière de faire revenir Caldara en jeu. Si j'arrive à faire revenir Caldara en jeu, je peux redéclencher ces effets et je peux recréer une boucle. Qu'on soit clair, c'est pas pété, hein, il y a moyen de faire des decks beaucoup plus forts que ça. Ça a été complètement cassé par un errata qui ne vous permet plus d'employer Caldara qu'une fois par partie. Et là tout d'un coup, vous aviez un combo, vous aviez moyen de faire des trucs potentiellement originaux, c'est fini. Ama, un personnage qui vous dit quand il vainc un ennemi par une attaque, vous pouvez défausser une carte de votre main pour aller rechercher une carte de votre défausse, enfin un événement tactique pardon de votre défausse, tout d'un coup là vous pouvez commencer à créer des boucles qui sont intéressantes. Donc pareil, c'est autre. Vous notez que c'est de nouveau un truc qui interagit avec la défausse. Je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos sur d'autres JCE. FFG ne sait pas designer correctement les cartes qui interagissent avec la défausse. C'est un truc de malade. Mais soit. Là, vous avez des effets sympas parce que vous pouvez commencer à réutiliser des effets tactiques. Bon, voilà, on a trouvé une manière d'utiliser Ama pour recycler et de lance pour attaquer les ennemis avant que même n'attaquent. Là, vous avez créé un combo, vous avez créé un truc original. Voilà, Ama s'est pris une balle dans la tête. On a dit, t'es limité à 3 fois par partie. Fini, fin du combo. Voilà, donc les combos, là, vous avez des combos originaux et puissants. Fini, vous n'avez pas le droit, quoi. Corps du Gondor, voilà, quand un personnage quittait le jeu, vous gagnez une ressource. Ça, c'était une super carte, parce que ça récompense le jump, ça récompense
la défausse à la rang, ça récompense le swarm qui va sacrifier des alliés. Ça, c'était une carte qui avait l'élégance d'ouvrir des ponts possibles entre archétypes. Eh ben non, fini. La carte, elle a été erratée. Maintenant, c'est uniquement quand un personnage est détruit. Et ben, je pense que beaucoup sont là pour en attester. C'est une carte qui n'est plus jouée. Donc les combos possibles, c'est fini avec cette carte. Protecteur de la Lorien. Vous pouviez attacher ça à un héros. Défausser des cartes de votre main pour donner plus 1 de volonté ou plus 1 de défense au personnage attaché jusqu'à la fin de la phase. Euh, Ce qui veut dire que si vous trouviez un moyen de piocher beaucoup de cartes, vous pouviez défausser 8, 9, 10 cartes de votre main pour gagner autant de points de volonté ou autant de points de défense. Ça a été raté. Maintenant, c'est limité à 3 fois par phase. Et donc, l'idée de je vais créer un combo, je vais créer un deck, ma stratégie, ça va être de piocher un max de cartes, mais les cartes, je vais pas les jouer, je vais les utiliser comme munitions pour protecteur de la Lorien, et je vais trouver une manière de recycler ma défausse, et c'est ça mon deck, c'est original, c'est une nouvelle mécanique, c'est cassé, vous pouvez plus le faire, c'est limité à 3, et donc vous comprenez que je ne peux pas créer un deck centré sur cette stratégie. Protecteur de la Lorien, ça va rentrer parfois pour comme carte individuelle où je dis tiens j'ai beaucoup de cartes et je sais pas toutes les jouer, je vais me rajouter protecteur de la Lorien, mais je peux pas créer un deck autour de la carte. Donc vous comprenez que ces errata, ils empêchent, enfin ils limitent la créativité des joueurs. Et vous remarquez c'est que quand vous mettez les différents éléments ensemble, on a un game design qui est orienté autour de ces archétypes. Les archétypes sont fermés entre eux, et quand vous avez des cartes qui permettent des combos hors de ces archétypes et qui n'ont pas été pensés par les designers apparemment, ils sont nerfés. Pour une grande partie en tout cas pour les plus puissants d'entre eux. Donc du coup en fait vous ne pouvez deckbuilder, je caricature un peu, mais vous ne pouvez deckbuilder que dans les clous qui ont été pensés par le game designer. Quand vous regardez un petit peu. En tout cas si vous voulez créer un deck, encore une fois, je parle de richesse de deck building, je peux pas le dire, ah oui, mais tu peux toujours aller prendre n'importe quelle carte. Oui, ok, mais est-ce que vous pouvez faire ça dans tous les jeux de cartes, c'est pas ça la richesse d'un deck de deck building. La richesse du deck building, c'est je crée un truc, je crée des interactions dans mon deck entre les différentes cartes de différentes manières et je fais résonner les cartes entre elles et c'est pas seulement poser des bonnes cartes sur la table quoi. Euh, donc tout ça, ça nous fait déjà pas mal de pas mal de crier. Vous allez croire que je suis en train de flinguer le jeu quoi. Euh, et puis un quatrième point qu'on peut interroger, c'est puisqu'on parle de richesse de deck building, c'est aussi la richesse du pool de cartes. Est-ce que j'ai un grand nombre de cartes à disposition qui permettent de faire des trucs sympas, ou est-ce qu'au contraire, je suis sur quelque chose de relativement limité. Et en fait, le truc, c'est que au Seigneur des Anneaux, si vous retirez les héros, on a, alors j'ai plus le compte exact en tête, mais on a 1200, 1300 cartes jouables. Le truc, c'est que j'ai pas vérifié tous les doublons, etc. dans les bases de données. Vous m'excuserez, mais bon, voilà, on a un peu plus de 1000 cartes. Le truc, c'est que tout ne se vaut pas dans cette masse de cartes. Et en l'occurrence, un truc que j'ai fait, euh, parce que François Pignon, j'avais rien d'autre à faire, j'ai regardé dans tout le pool de cartes quelles étaient les cartes qui appartenaient à différentes catégories. Et en l'occurrence, j'ai regardé 3 catégories. Les cartes que j'appelle des caltables. Un caltable, c'est une carte qui est tellement mauvaise qu'on ne la joue pas. Alors, on peut argumenter sur ce que j'ai mis dans les différentes catégories, c'est pas tellement l'objet. En gros, une carte que j'ai mise en caltable, c'est une carte que je n'ai, depuis que je joue au jeu, jamais vu quelqu'un jouer, ou alors seulement pour déconner. Voilà. Si vous jouez la carte, c'est juste pour déconner. Mais vous savez que c'est nul, c'est juste pour la sortir du classeur. Ça, c'est le caltable. Il y a les cartes que j'appelle dépassées. Carte dépassée, c'est une carte que vous pouvez jouer qui n'est pas un caltable, à proprement parler, mais c'est juste que vous pouvez jouer une autre carte qui fait littéralement ou quasi littéralement le même effet et qui est juste strictement meilleure pour faire la même chose. Par exemple, pour défendre, vous avez plusieurs cartes qui vous permettent de défendre. Vous avez une carte qui vous donne plus 1 de défense, vous avez une carte qui vous donne plus 2 de défense. Vous pouvez jouer la carte qui vous donne plus 1 de défense, mais il n'y a pas de raison de ne pas jouer celle qui vous donne plus 2 à la place. C'est pas mauvais, c'est juste qu'il y a littéralement moyen de faire mieux. Et puis les cartes que je vais appeler de rotation, c'est-à-dire les cartes qui sont plus ou moins fortes, mais en tout cas qui vous permettent de faire des trucs différents. Euh,
sont pas des cartes ultimes, mais en tout cas, elles ont du sens dans un deck autour d'une certaine stratégie. Voilà. Et voilà la répartition. La répartition à laquelle je suis arrivé, c'est 20% de caltable, c'est-à-dire qu'il y a une carte sur 5 dans tout le pool que je ne vois jamais, que je n'ai jamais vu, peut-être une fois pour déconner, et c'est tout. Il y a 23% des cartes qui sont dépassées, il y a mieux quoi, et il y a 57% des cartes que j'ai mises dans la rotation. Et vous vous rendez compte d'un truc, c'est qu'il y a quasiment là, du coup, hein, les vraies cartes qui constituent le pool de deck building, c'est seulement un peu plus de la moitié. Donc sur un pool de 1200 cartes, si vous faites les comptes, en fait, on n'a même pas 700 cartes euh, qui sont vraiment, qui ont vraiment du sens à mettre dans un deck. Vous avez 20% qui vont pour la poubelle. Mine de rien, ça fait quand même plus de 200 cartes. Hein. Euh, et vous avez 23%, donc là aussi plus de 200, on est proche des 300 cartes qui sont strictement dépassées. Quoi. Et pour vous donner une idée, voilà, je vous ai mis des exemples de cartes dans chacune des catégories. Voilà, caltable, c'est destin suspendu, ça coûte 5. Si vous faites un échec de quête, vous montez pas votre menace, c'est horrible, personne joue ça. Quoi. Une carte qui est dépassée, c'est derrière des murs puissants, je pense qu'elle s'appelle comme ça, j'arrive pas à lire, qui vous dit vous pouvez redresser un défenseur Gondor. Vous notez, hein, je sais pas si vous faites attention au nombre de cartes qui vous restreignent sur les traits pour des effets génériques. Vous redressez un défenseur et gagne plus un de défense jusqu'à la fin de la phase. Imaginez la même carte qui est pas limitée au Gondor. Elle devient tout de suite plus jouable, mais pour le coup, elle est dépassée parce que redresser un défenseur Gondor et gagne plus un de défense jusqu'à la fin de la phase, il y a moyen de faire strictement mieux selon les cas. Vous avez une feinte qui vous dit il n'y a même pas besoin de défendre. Voilà, c'est réglé. Vous avez des cartes qui vont vous donner plus de défense, comme c'est pour les Gondoriens, donc vous allez mettre un bouclier Gondorien sur votre héros, il gagne plus de défense plutôt que plus un. Vous pouvez le redresser, vous allez mettre un destrier bardé, un courage inattendu, ou d'autres manières. Enfin, si c'est un allié, il y a d'autres manières de le redresser, je ne vais pas vous faire la liste complète, mais vous pouvez avoir les mêmes effets en mieux avec des cartes qui sont plus puissantes. Puis une carte de rotation, c'est ne plus attendre. Ça vous dit, vous allez chercher un ennemi dans les 5 premières cartes du deck de rencontre, vous le mettez engagé avec vous, et en jeu engagé avec vous, et vous révélez une carte de rencontre de moins lors de la phase de quête. Est-ce que c'est une carte qui est forte? Non. Mais elle peut avoir du sens dans certains decks, donc pour moi c'est ça que j'appelle une carte de rotation. Je voulais que vous voyez que c'est pas un intendant du Gondor forcément. Quoi. Donc la répartition, elle n'est pas glorieuse quoi. Du coup, si vous voyez que je descends jusqu'à des cartes comme ne plus attendre et que ça s'arrête à la moitié du pool de cartes, vous comprenez que, voilà, hein, je reviens là-dessus, derrière des murs puissants, c'est pas une carte que vous avez vue très souvent, ou alors quelqu'un qui jouait monotactique et qui voulait trouver des manières de se redresser plusieurs fois, et probablement que vous êtes arrivé à la conclusion que c'était quand même pas terrible. Et qu'il y aurait probablement un moyen de faire mieux en revoyant le deck, c'est-à-dire avoir un truc qui fait la même chose, mais juste en mieux, en buildant un petit peu plus efficacement. Quoi. Vous voyez, je veux que vous compreniez que derrière des murs puissants, c'est pas une carte qui amène des effets originaux, c'est une carte qui amène des effets que vous pouvez reproduire mieux, quoi, en fait. Donc, le pool étant assez limité, euh, parce qu'on a beaucoup de calta, parce qu'on a beaucoup de cartes dépassées, le deck building prend du plomb dans l'aile, et on va mettre ça maintenant en lien avec l'autre gros problème, c'est qu'on a des staples, ce qu'on appelle des staples, qui sont strictement dominants. Donc un staple, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, dans un jeu de cartes, c'est une carte qui est universellement bonne, c'est-à-dire que en fait, vous n'êtes justement pas limité à la mettre dans un archétype particulier, ou en tout cas, elle n'a pas de restriction très marquée pour être utilisée. Et en fait, son effet est suffisamment générique pour que vous ayez envie de la mettre dans à peu près tous les decks qui peuvent la mettre. C'est ce qu'on appelle un staple, c'est-à-dire c'est une carte qui est bonne, qui est universelle, dont vous avez envie de la mettre dans quasiment tous les decks qui peuvent l'accueillir. Quoi. Pour vous donner une idée, l'intendant du Gondor, c'est un staple. Il n'y a pas de restriction, vous pouvez mettre ça sur n'importe qui. Ça vous donne 2 ressources par tour. Roulez jeunesse, tout le monde met l'intendant du Gondor quand vous pouvez le mettre si vous voulez faire un deck qui est strictement meilleur. Rune de Dairon, vous jouez connaissance. Ne pas mettre rune de Dairon sauf cas exceptionnel, c'est juste faire un deck qui est moins fort. Tester sa volonté.
c'est un staple, vous jouez énergie, bah, si vous ne mettez pas tester sa volonté, votre deck, il est moins fort. Je dis pas qu'il n'y a pas de sens de pas le faire. Hein. Moi, par exemple, je mets plus tester sa volonté dans mes decks parce que j'ai envie de faire d'autres choses. Mais en faisant ça, j'affaiblis mon deck. Qu'on soit clair, j'ai pas de bonne raison. Enfin, j'ai pas de. Si je réfléchis en termes d'efficacité du deck, j'ai pas de raison de pas mettre tester sa volonté. Une très bonne histoire, pareil, c'est universellement bon. Vous pouvez me dire si vous jouez peu d'alliés, vous le mettez pas, mais l'écrasante majorité des decks jouent avec plus de 20 alliés. Donc dans ces cas-là, vous jouez une très bonne histoire, quoi. Et le truc qui est un petit peu embêtant avec les staples du Seigneur des Anneaux, c'est que les cartes que je suis en train de vous présenter sont strictement meilleures que des cartes qui rentreraient dans certains archétypes pour produire les mêmes effets. Par exemple, vous avez une carte dont j'ai oublié le nom, qui est un événement commandement qui vous dit vous pouvez gagner une ressource pour chaque ennemi qui est engagé avec vous. Donc ça, c'est une carte qui vous permet de gagner des ressources en d'une d'un. Vous avez une carte qui est le trafic de Dale qui vous dit vous gagnez, c'est un événement, vous gagnez une ressource pour chaque attachement, pour chaque personnage que vous contrôlez qui a un attachement sur lui. Donc ça, c'est une manière de générer des ressources en Dale. Mais ce que je veux que vous voyez, c'est que ces cartes que je suis en train de vous mentionner sont strictement moins bonnes que l'intendant du Gondor. Donc, on pourrait se dire, l'intendant du Gondor, dans un autre monde, l'intendant du Gondor aurait été équilibré, de manière telle que c'est utilisable universellement, mais que ça reste moins fort que un trafic de Dale, ou ça reste moins fort que l'événement qui vous permet de générer des ressources en Dunedain. Et dans ce cas-là, vous dites, si je construis un deck Dunedain cohérent, j'ai tout intérêt à jouer la carte qui me génère de l'économie, qui me donne des ressources en Dunedain, plutôt que l'intendant du Gondor. Mais l'intendant est juste dominant, quoi. Les runes de Dairon, c'est strictement meilleur que toutes les cartes de pioche du jeu. Donc, enfin, oui, ok, à l'une ou l'autre exception près, hein, qu'on soit clair, je les ai pas toutes en tête. Vous prenez conseil de Mitrandir si vous jouez pure connaissance, c'est strictement meilleur que Rune de Dairon. Enfin, quoique, vous payez une ressource de plus, on pourrait discuter. Mais l'écrasante majorité des solutions de pioche, enfin, vous prenez la verge de l'intendant en commandement qui vous dit vous attachez ça à un héros Gondor, vous dépensez 2 ressources du héros attaché pour piocher une carte. Bah, entre ça et les runes de Dairon, vous choisissez les runes de Dairon tous les jours, quoi. Donc le truc, c'est que les solutions équivalentes liées à des archétypes étant moins fortes, ben, ces staples, ils sont omniprésents. Et c'est pas pour rien que vous avez beaucoup de joueurs aguerris qui disent j'en ai marre de voir l'intendant, j'en ai marre de voir somme de connaissances, j'en ai marre de voir héritage de Numénor parce qu'on les voit à toutes les parties. Mais oui, ben oui, on les voit à toutes les parties parce qu'il n'y a pas de. Elles sont strictement plus fortes que le reste et il n'y a aucune contrainte à les utiliser, quoi. Et à côté de ça, vous avez d'autres staples qui, pour le coup, ont des contraintes d'utilisation. Vous pouvez les utiliser que si vous avez des personnages qui ont certains traits raciaux, mais qu'on soit clair, ce ne sont pas des cartes qui rentrent dans un archétype en particulier. Vous voyez la différence. Hein. Euh, Prenons Lumière de Valinor. Vous attachez ça à un héros Noldor ou Sylvain. Et à partir de maintenant, il ne s'incline pas pour partir en quête. Ça n'est pas une carte qui rentre dans l'archétype Noldor ou dans l'archétype Sylvain. Les Noldor tournent autour d'un archétype de défausse de cartes de votre main. Les Sylvains tournent autour d'un archétype qui consiste à faire du jump. Lumière de Valinor n'interagit pas avec ces mécaniques de jeu-là. C'est une carte qui est juste forte, qui était pensée pour Glorfindel à l'époque où elle est sortie. On est d'accord. Mais c'est dire que du coup, maintenant, si vous avez un héros Noldor ou Sylvain, il n'y a pas de raison de ne pas jouer cette carte. Enfin, oui, vous pouvez trouver des exceptions. En jump Sylvain, vous allez me dire, il n'y a même pas besoin de faire ça tellement l'Ost des Galadrim est fort. Mais vous avez compris quoi. L'émissaire de Pélargir, si vous avez un héros Gondor ou noble, il n'y a pas de raison de ne pas mettre cette carte. Enfin, encore une fois, si vous réfléchissez en termes mécaniques, vous pouvez me dire oui, thématiquement machin, mais si vous mettez des contraintes thématiques, c'est pas ça que j'appelle la richesse de deck building en fait. Pouvoir faire des decks thématiques, c'est quelque chose qu'on peut faire dans tous les jeux de cartes. Conseil d'Aileron, vous jouez un personnage Noldor, vous mettez Conseil d'Aileron, Peuple de la Comté, vous jouez 3 héros Hobbit, vous mettez Peuple de la Comté, vous réfléchissez même pas.
conseil d'aileron, peuple de la comté, vous y avez accès, vous les mettez, c'est automatique en fait. Et donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça fait quand même une forte densité de staples qui n'interagissent pas avec vos mécaniques et que vous allez mettre dans votre deck dès que vous pouvez les mettre. Donc je joue Trisphère, voilà, je joue un deck Trisphère, j'en sais rien, en, 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 Gondor, voilà, je joue, comment dire, je joue énergie, connaissance, commandement, je vais mettre l'intendant du Gondor, je vais mettre Rune de Dairon, je vais mettre tester sa volonté, en 3 exemplaires, hein, donc 3 fois l'intendant, 3 fois les runes de Dairon, 3 fois tester sa volonté, 3 fois une très bonne histoire, je vais mettre 3 émissaires de Pélargir, je suis déjà à 15 cartes. D'accord. Sur mes 50 cartes, je viens d'en mettre 15 automatiquement, sans réfléchir, et ça n'interagit même pas avec mon archétype. Euh, Ça génère juste de l'économie, ça gère la... comment dire, ça gère le... Ça gère les traîtrises, basta, enfin, ce sont des cartes universelles, quoi. Et donc il me reste déjà plus que 35 cartes. Et si vous rentrez le fait que maintenant il me reste 35 cartes et je dois construire avec l'archétype et le trait Gondor et que là-dedans il y a une forte hiérarchie, vous comprenez pourquoi est-ce que je me retrouve avec le même deck que Roxor à la fin. Donc tout ça pour vous dire que le pool de cartes, même s'il paraît relativement étendu, en fait en pratique il est beaucoup plus restreint que ce qu'on pourrait penser et il faut se contraindre. Si vous voulez retirer certaines de ces cartes, vous allez strictement nuire à l'efficacité de votre deck en retirant ces cartes-là. Donc en fait, vous avez déjà beaucoup moins de marge de manœuvre que ce qu'on pourrait penser de prime abord, quoi. Et puis, dernier point qu'on doit discuter, c'est l'accès à la collection. C'est-à-dire que quand je construis un deck, j'ai accès à plus ou moins de cartes que je peux faire rentrer dans mon deck. Pourquoi est-ce que c'est une notion qui est importante? Parce que les contraintes d'accès dans un jeu de cartes, c'est une manière de forcer les joueurs à créer des decks originaux. Si vous prenez Arkham, la plupart des investigateurs d'Arkham vous disent il y a 5 classes dans Arkham. La plupart des investigateurs vous disent voilà, vous pouvez jouer toutes les cartes de une sphère et une partie des cartes d'une deuxième sphère. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous regardez l'ensemble du pool de cartes, vous avez accès à la grosse louche à 30-35% du pool de cartes. Et vous devez vous démerder avec ces 30-35%. Là où ça devient intéressant, c'est que vous avez accès à 20% d'une sphère, enfin d'une classe. Pardon, vous avez accès à une classe et la moitié d'une autre classe. Un autre investigateur va devoir composer avec la même première classe et avoir accès à la moitié d'une autre classe que l'investigateur précédent. Donc si je vous fais le compte, si je mettais ça en pratique au Seigneur des Anneaux, je vous dirais, vous avez accès à l'entièreté du pool des cartes commandement et la moitié des cartes connaissances, et c'est tout. Et vous devez faire un deck avec ça. Vous devez vous démerder, et tout d'un coup, vous commencez à être beaucoup plus créatif. Et puis à côté, vous pouvez faire un deck avec uniquement des cartes commandement et la moitié des cartes énergie. Je veux que vous compreniez que c'est pas à la fin, c'est ce qu'il y a dans votre deck. Hein. C'est pas à la fin dans votre deck, il y a 2 tiers de cartes commandement et 1 tiers de cartes énergie. Vous ne pouvez pas accéder à la moitié du pool des cartes énergie. Voilà. Vous avez accès à la moitié, et dans cette moitié, il n'y a pas tester sa volonté, par exemple. Ou il n'y a pas Rune de Dairon pour les cartes connaissances. Et pourquoi est-ce que ça a un gros impact? Parce que, du coup, plus le pool auquel vous avez accès est restreint, plus d'un deck à l'autre, vous allez avoir des différences. Vous allez avoir du renouvellement. Vous allez être chaque fois confronté à un défi de construction différent du fait d'un accès différent. Et du coup, paradoxalement, le Seigneur des Anneaux est très très pauvre sur ce point-là parce que, par définition, quand vous construisez un deck, je reprends les termes de Shep, vous avez accès à toute la collection. Ça pourrait paraître comme étant une richesse, mais c'est pas une richesse. C'est justement, ça crée un deck building très pauvre. Donc en fait, vous choisissez 3 héros. Les 2 scénarios qui reviennent le plus, c'est soit vous jouez bisphère, soit vous jouez trisphère. Si vous jouez bisphère, j'ai fait les stats, je me suis vraiment fait chier, j'espère que vous appréciez l'effort. Si vous jouez bisphère,
vous avez accès en moyenne à 56% du pool de cartes, si vous comptez les cartes neutres. D'accord? Donc, dans ce cas-là, vous avez déjà accès à plus de la moitié du pool. Si vous jouez Trisphère, vous avez en moyenne accès à 78% du pool de cartes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Pour vous donner une idée, si vous construisez à Marvel, déjà, il y a une partie du pool qui va se renouveler toute seule, ce sont les cartes de héros. Et à côté de ça, parmi les cartes avec lesquelles vous avez le droit de vous amuser, en comptant les cartes neutres, vous avez accès à quelque chose comme 35% du pool. À Arkham, pareil, vous avez accès à quelque chose comme 30-35% du pool de cartes quand vous construisez. Ici, ça monte à 78% du pool de cartes. Et du coup, ce que je veux que vous compreniez, c'est que si je construis un deck avec, au hasard, Boromir, Galadriel et Restore, j'ai accès à 78% du pool de cartes, qui va être exactement le même pool auquel j'ai accès si je construis un deck avec Din, Ori et Nori. Ce sont les mêmes cartes, je peux piocher dans le même pool à chaque fois. Donc j'ai pas de contraintes. Et quand vous n'avez pas de contraintes, il n'y a pas d'inventivité. Parce que maintenant vous faites le lien avec tout ce que je vous ai dit précédemment. J'ai accès à toutes les cartes. Dans toutes les cartes, il y a des staples qui sont omniprésents, que je vais mettre parce qu'elles vont être plus fortes la plupart du temps que les cartes propres à la mécanique que j'essaye de mettre en place, comme l'économie des Dunedains par exemple. Je vais avoir des archétypes qui sont très fortement refermés sur eux-mêmes, donc je vais construire un archétype en particulier. Et dans cet archétype, il y a une très forte hiérarchie. Et le truc, c'est que je ne suis pas du tout contraint à chercher d'autres solutions que les cartes strictement meilleures, puisque j'ai accès à quasiment tout le pool de cartes à chaque fois. Donc en fait, le deck building au Seigneur des Anneaux, c'est, avec tout ce qu'on a dit, c'est quelque chose qui vous oriente vers l'optimisation plutôt que la diversification. Vous allez essayer de faire un deck le plus performant possible dans une mécanique donnée. Et une fois que vous avez trouvé le deck, une fois que vous avez trouvé votre meilleur deck Gondor, vous pouvez faire un deuxième deck Gondor, mais c'est le même deck. Vous changez quelques cartes, mais vous renouvelez pas l'expérience d'un deck Gondor à l'autre. Ce sont deux decks Gondor, quoi. Vous faites un deck nain, vous faites un deuxième deck nain, ce sont deux decks nains, quoi. Vous voyez? Vous pouvez me dire, il y a le deck nain Meule, et il y a le deck nain Swarm. Alors, ceux qui me disent 5 nains c'est un archétype, non, 5 nains c'est pas un archétype. Vous avez des cartes qui vous récompensent d'avoir au moins 5 nains sur la table, mais c'est pas strictement 5, c'est au moins 5. Donc c'est du Swarm en fait. Hein. Soit clair, c'est juste du Swarm. Euh, Mais donc voilà, vous faites un deck Swarm nain, vous faites un deuxième deck Swarm nain, c'est la même chose quoi. Vous n'avez pas créé deux decks qui sont mécaniquement, qui renouvellent l'expérience de jeu. Euh, vous retombez sur les mêmes bases quoi. Et on pourrait dire, ouais mais écoute, tu peux aussi choisir de pas jouer l'intendant. Tu peux choisir de, à la place de l'intendant, jouer l'événement du Neudin dont tu es en train de parler, qui donne des ressources, machin, et ça renouvelle et là du coup ça crée des decks diversifiés. Mais non, parce que vous vous êtes créé une contrainte factice. Vous avez décidé délibérément de vous couper l'accès à certaines cartes pour jouer d'autres cartes. Ok, vous jouez des nouvelles cartes, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez faire ça dans tous les jeux de cartes. C'est pas un truc qu'on peut faire que au Seigneur des Anneaux. C'est pas un argument ça. Enfin, si vous dites à Slay the Spire, je me mets une contrainte et toutes les cartes qui coûtent 2, je les mets pas. Bah, vous pouvez le faire aussi. Hein. Enfin, il y a rien qui vous en empêche. À Arkham, vous dites j'ai accès à toutes les cartes gardiens et la moitié des cartes chercheurs, mais je vais mettre aucune carte chercheur dans mon deck. Vous pouvez le faire. Si Arkham vous dit je joue que des événements et je me mets cette contrainte alors que mon deck serait meilleur en jouant des compétences et des soutiens, vous pouvez le faire. C'est pas un argument ça. Enfin, il marche, ça marche pour tous les jeux ce truc-là. Donc c'est pas ça qui crée une richesse de deck building. En fait, si vous êtes obligé de faire ça, ça indique que le deck building est pauvre justement. Si vous êtes vous-même obligé de vous mettre des contraintes pour renouveler l'expérience parce que le game design ne l'a pas permis à la base. Vous voyez? Donc
mettons cet argument-là de côté. Si je me mets pas de contraintes, autres que celles que le jeu m'a imposées, parce que qu'on soit clair, hein, les mécaniques de game design, je vous dis ça parce que les mécaniques de game design d'autres jeux vous forcent à renouveler votre expérience de deck building. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vous amuser en construisant deck. C'est pas vous qui décidez de vous mettre des contraintes, c'est le jeu qui vous impose d'être inventif, c'est le jeu qui vous impose de renouveler l'expérience, et le card design a été pensé pour ça. Le card design a été pensé pour que vous ne refassiez pas deux fois le même deck. C'est pas le cas au Seigneur des Anneaux. Ce qui fait que j'ai un petit peu du mal à suivre Shep. Vous comprenez quand il dit on ne peut pas faire le tour d'un jeu aussi riche que le Seigneur des Anneaux. Je suis pas d'accord. Oui, vous pouvez euh, construire des decks qui sont différents. Vous pouvez dire je vais faire un tirage au sort de mes trois héros et je dois construire un deck comme ça. Oui, ok, mais ça c'est intéressant pour l'exercice d'équilibrage de votre deck pour avoir un truc qui tient la route. Mais c'est pas ça le deck building tel qu'on le conçoit généralement. Le deck building, je reviens là-dessus, c'est être capable de créer une stratégie cohérente. Le tirage au sort, généralement, c'est un exercice intellectuel qui consiste à dire, ben voilà, je me retrouve avec une composition qui n'est pas forcément celle que je voulais, je dois me débrouiller avec, mais c'est de nouveau une contrainte factice. Le tirage au sort, vous pouvez faire ça. Arkham, vous pouvez le faire aussi, ce genre de conneries. Vous pouvez dire, je prends un investigateur au hasard, et je me mets une contrainte qui est, je ne peux pas jouer de cartes avec plus de 2 niveaux d'expérience. Voilà. Où je me fais une liste de contraintes et je tire une contrainte au hasard, et c'est fait. Euh, c'est un truc que je fais aussi de temps en temps pour rigoler, c'est je pioche un navigateur au hasard, et je pioche son rôle au hasard. Est-ce qu'il doit être plutôt le combattant? Est-ce qu'il doit être plutôt l'enquêteur? Est-ce qu'il doit être plutôt flex et faire un peu de tout? Est-ce qu'il doit être plutôt support? Et puis voilà, j'essaye de... Je prends un investigateur qui est complètement pensé pour être enquêteur, et ben, je pioche au hasard qui doit être le combattant. Ça marche. Et le truc, c'est qu'en me mettant des contraintes comme ça, à Arkham, j'arrive à des trucs beaucoup plus riches, beaucoup plus originaux et beaucoup plus cohérents que quand je prends trois héros au hasard au Seigneur des Anneaux. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous faites un patchwork quand vous prenez trois héros au hasard, vous essayez de les faire tourner, mais votre deck, il n'y a pas de synergie dedans. Vous pouvez faire ça à Arkham. Vous pouvez faire ça à Marvel. Marvel, vous prenez un héros au hasard, vous prenez un aspect au hasard et vous devez construire un deck, il y a moyen de faire un truc cohérent qui tient la route. C'est pas le cas au Seigneur des Anneaux. Sauf si vous avez un tirage au sort qui est chanceux. Si vous avez un deck avec Tom Chomin, Gandalf et je sais pas moi, comment il s'appelle l'autre là, Vif Sorbier, bah, vous allez devoir vous démerder pour faire un truc qui tient la route, mais c'est pas un deck cohérent, c'est juste essayer de te garder la tête au-dessus de l'eau, quoi. Et voilà, vous pouvez arriver avec le même genre de contraintes à des expériences qui sont plus riches, même dans ce genre de cas de figure, avec d'autres jeux de cartes, quoi. Y compris chez FFG. Donc, j'ai bien taillé le jeu. La dernière question qu'on pourrait se poser en conclusion, c'est quid d'Alep, puisqu'Alep euh, vise à prolonger le jeu avec des nouvelles cartes, avec des nouvelles mécaniques. Est-ce que ça renouvelle, est-ce que ça enrichit l'expérience de deck building du Seigneur des Anneaux? Il faut regarder ce qu'Alep a apporté vraiment au jeu. La première chose qu'Alep a apporté au jeu, c'est, en tout cas dans sa première vague, c'est un renfort des archétypes existants. Donc on a vu sortir des cartes qui renforçaient, rendaient plus fort l'archétype Jump des aigles, rendaient plus fort l'archétype Sacrifice du rang, rendaient plus fort l'archétype de tanking des Dunedains, mais c'est juste vous rajoutez des pièces supplémentaires, c'est ça que je vous voyez, on rajoute des pièces supplémentaires dans des archétypes existants avec les mêmes problèmes que ce qui existe déjà dans le jeu. Vous prenez Phonite, par exemple, dans le premier cycle avec les aigles, Phonite vous dit que vous pouvez mettre en jeu un allié aigle de votre main. On revient avec le même genre de problème de design que ce qu'on avait jusque-là. Euh,
je caricature un petit peu parce que c'est pas le cas pour toutes les cartes. Vous avez un héros comme Tengel qui vous dit quand vous défaussez un personnage, vous pouvez aller chercher dans votre deck un autre personnage qui partage un trait avec celui que vous avez défaussé. Et Tengel, il est pensé pour l'archétype, enfin pour le trait Rohan, mais il y a un autre archétype qui fonctionne sur cette mécanique-là, c'est la mécanique de métamorphose des Béornides. Ça marche aussi parce que vous les défaussez techniquement pour faire entrer en jeu d'autres personnages. Donc il y a quand même certaines ouvertures, mais ça reste des pièces que vous allez souvent utiliser dans un archétype. Pas toujours. En tout cas, c'est une partie du design d'Alep. Il y a une deuxième partie du design d'Alep qui est la création de nouveaux archétypes, toujours avec le même genre de problème. Donc on a créé, depuis le début, au moment où je parle, par exemple l'archétype Bray. Enfin, l'archétype. Bray, c'est pas l'archétype. L'archétype, c'est les attaques sans défense. C'est-à-dire que je prends des tartes sans défendre. C'est une nouvelle mécanique de jeu. euh, avec des pièces qui, comment dire, fonctionnent autour du trait Bray. Et une fois que je vous ai dit ça, c'est même si j'ai écrit qu'il y a les mêmes limites de card design, c'est pas tout à fait vrai parce que si vous regardez les, c'est un peu plus nuancé pour Alep. Vous prenez je crois que s'il s'appelle le veilleur de pierre d'arc, enfin je sais plus comment il s'appelle. Il y a un allié tactique qui a le trait Bray qui vous dit quand vous prenez une attaque sans défense, il se redresse et gagne plus un d'attaque jusqu'à la fin du tour. Quand vous prenez une attaque sans défense, donc lui il vous dit, vous prenez une attaque sans défense, il vous dit pas vous avez besoin de jouer Bray. Qui mine de rien est déjà plus ouvert. Maintenant, il n'y a pas 36 trucs avec lesquels vous avez envie de prendre des attaques sans défense, mais ça pourrait tout à fait avoir du sens si vous jouez avec Gloin par exemple. Vous dites, ben voilà, je vais commencer à prendre des attaques sans défense avec Gloin et utiliser toutes les cartes qui interagissent avec le fait de prendre des attaques sans défense, sans forcément jouer autour du trait Bray. Donc c'est un peu plus ouvert. Là où il y a des limites, c'est que pour vous reprendre l'allié dont je suis en train de vous parler, euh, il a comme mot-clé le mot-clé dévoué qui vous dit que vous pouvez le payer avec les ressources de n'importe quel héros pour peu que tous vos héros partagent un trait avec lui. Donc en fait, il vous dit vous pouvez le payer avec n'importe quel héros pour autant que vous jouiez 3 héros Bray. Ça, c'est la partie plus limitante du design d'Alep, mais en tout cas, il y a une vraie volonté qui est venue progressivement et qui est de plus en plus marquée euh, dans le design d'Alep de ne pas limiter les archétypes et de permettre que même si les cartes sont pensées pour un trait et une mécanique particulière, on puisse faire des ponts avec d'autres mécaniques. Je vous prends le dernier cycle d'Alep qui est sorti. Il y a un archétype qui a été créé, entre guillemets, enfin, en tout cas qui a été renforcé parce qu'il était quasi inexistant dans le jeu, c'est l'archétype maudit, où vous faites monter votre menace très fortement avec plein d'effets de cartes et vous essayez de ne pas exploser à la menace. Donc, ça tourne autour du trait Isengard, et vous avez notamment un héros qui vous dit que vous pouvez mettre des murs en jeu et placer autant d'alliés que vous voulez entre les murs correspondants, enfin autant que vous voulez, non pardon, vous pouvez placer entre les murs autant d'alliés que le chiffre des dizaines de votre menace. Et quand vous défendez avec des alliés qui est entre vos murs, vous pouvez incliner les autres alliés pour qu'ils défendent avec. Ça a été pensé pour le trait Isengard en vous disant ben, vous allez jouer plein de personnages maudits, vous allez être capable de faire monter très fortement votre menace et mettre plein d'alliés entre les murs, mais il n'y a aucune restriction à mettre des alliés non Isengard entre les murs. Et donc là, vous pouvez commencer à faire des conneries avec d'autres types de cartes, comme le lancier gondorien par exemple, qui met un dégât à l'attaquant quand il défend, et commencer à faire des combos et des interactions un peu plus sympas. Donc ça ouvre un petit peu, mine de rien, et ça ouvre de plus en plus le deck building à ce genre de cartes. Mais en fait, la grande richesse que Alep apporte au deck building du Seigneur des Anneaux, c'est par l'intermédiaire des contrats qui ont été créés, parce que l'écrasante majorité des contrats qui ont été créés vous permettent de faire des interactions, vous permettent de créer des decks synergiques qui font des ponts entre des cartes, enfin des ponts entre des archétypes, ou qui vous font utiliser des cartes d'une manière qu'on ne les utilisait, d'une manière telle qu'on ne l'utilisait pas jusqu'à maintenant. Je prends un exemple. Dernière Alliance. Dernière Alliance, c'est un contrat que j'ai énormément critiqué
à l'époque de sa sortie. Et avec le recul, je trouve que le contrat est mal équilibré, mais ça reste pour moi un contrat nécessaire au jeu parce que, au-delà de son équilibrage, son effet a complètement ouvert le deck building. Dernière Alliance, c'est un contrat qui vous permet de dire quand un effet de carte euh, qui implique un trait devrait s'appliquer, vous pouvez, une fois par tour, dire que cet effet de carte s'applique à un deuxième trait. Dans votre deck, vous devez mettre un équilibre de cartes qui ont chacun des deux traits correspondants. Donc là, vous avez tout d'un coup un contrat qui vous dit euh, vous deviez incliner Gamelin, enfin vous pouviez incliner Gamelin pour récupérer un allié Rohan qui quittait le jeu. Vous pouvez faire un deck hybride Rohan Béornide, et une fois par tour dire j'incline Gamelin non pas pour récupérer un Rohan qui devrait être défaussé, mais un Rohan ou un Béornide qui devrait être défaussé. Et là tout d'un coup, vous avez un deck qui vous permet de mélanger deux traits ratios. Je vous avais dit qu'on avait un truc en silo. Et là tout d'un coup, il y a une ouverture qui est possible. Vous prenez le contrat à l'ouest qui vous impose de mettre autant de cartes qui coûtent 1, 2, 3, 4 et 5 dans votre deck. Enfin, ça doit être une répartition équilibrée. Ça crée une grosse contrainte de deck building. Ce qui a apporté le plus de contraintes de deck building au Seigneur des Anneaux, ce sont les contrats. Ce qui veut dire que si vous mettez, généralement quand vous regardez la courbe de coût dans un deck du Seigneur des Anneaux, comme dans beaucoup de cartes, comme dans beaucoup de jeux de cartes, vous avez une courbe asymétrique avec généralement une surreprésentation des cartes qui coûtent pas cher. Donc vous avez beaucoup de cartes qui coûtent 0, 1 ou 2 et peu de cartes qui coûtent 4 ou 5. Mais là on vous dit il vous faut autant de cartes qui coûtent 1 que de cartes qui coûtent 5. Par contre, vous allez avoir une deuxième contrainte, c'est que tous les tours vous perdez un allié qui quitte le jeu. Mais en contrepartie, quand cet allié quitte le jeu, vous piochez une carte et vous gagnez autant de ressources que ce qui vous a coûté. Et là tout d'un coup, vous entrez dans une nouvelle mécanique de jeu dans laquelle vous réfléchissez à recycler des alliés, enfin non pas à recycler justement des alliés, mais à consommer des alliés, essayer de trouver une manière d'être bénéficiaire en termes d'économie, et comme vous allez générer énormément de pognasse, ça va vous permettre de payer les cartes chères que vous ne seriez pas capable de jouer d'habitude. Et là tout d'un coup vous vous retrouvez à rendre centrales des cartes que vous n'auriez pas jouées d'habitude. Ça ouvre complètement le deck building et des decks à l'ouest, j'en ai vu des tonnes et des tonnes. Le dernier contrat Alep en date s'appelle les Dons de Galadriel, alors il n'a pas encore été traduit en français, et ce sont les gifts de Galadriel, donc à mon avis ce sera traduit comme ça, qui vous dit vous devez faire un deck moitié allié, moitié attachement, 25 alliés, 25 attachements, et une fois par tour, vous pouvez incliner le contrat pour mettre sur un personnage un attachement qu'il n'est pas supposé obtenir, et, enfin qu'il n'est pas censé pouvoir auquel vous n'êtes pas supposé pouvoir. Purée, j'arrive pas à faire ma phrase. Vous pouvez attacher l'attachement à un personnage auquel vous n'êtes pas supposé pouvoir le faire. Donc par exemple, vous pouvez attacher une armure d'Erebor qui est censée être réservée aux nains sur un défenseur du Nedin. Et le défenseur du Nedin devient, grâce à cet attachement, sentinelle et a plus de défense. Et donc ça ouvre le deck building parce que là, toutes les contraintes de traits qui existaient jusqu'à maintenant, elles sautent. Vous voyez? Donc ça vous ouvre complètement des synergies et des interactions qui n'avaient pas été pensées au départ. Ça ouvre la créativité pour le deck building. Et donc mine de rien, même si j'ai très très fortement taillé la qualité enfin la capacité de deck building au Seigneur des Anneaux, je pense que avec la direction qu'est en train de prendre Alep, on pourrait avoir un deck building qui s'ouvre dans le futur. Il faudra juste que Alep sorte plus qu'un paquet tous les 3 ans. Ça, c'est le gros problème. Mais en tout cas, pour ceux qui s'accrochent au fan-made, c'est probablement une nouvelle expérience de jeu qui peut s'ouvrir pour peu qu'Alep se poursuive dans le futur. Donc voilà, je reviens sur la question de départ. Est-ce que le Seigneur des Anneaux est un bon jeu de deck building? Ben, je dois arriver à la conclusion que non. C'est pour moi très pauvre comparativement à ce qui existe sur d'autres jeux. Je trouve que c'est un mauvais jeu de deck building. Est-ce que c'est un mauvais jeu de cartes? C'est une autre discussion. Je pense que c'est un bon jeu de cartes. Je pense que c'est un mauvais jeu de deck building. Euh,
Et la plupart de ces limites, elles sont liées pour moi au game design, elles sont liées à la manière dont on a pensé au départ les interactions possibles entre cartes. On a au départ eu un jeu avec un pool où il y avait très très peu d'interactions qui étaient pensées entre les cartes. Vous retournez chercher les cartes des 3 premiers cycles du jeu, vous remarquerez que vous êtes sur des effets qui n'ouvrent pas du tout d'interaction, pour la plupart. Euh, et en fait, on pensait les cartes pour contrer les scénarios. Donc sur les premiers cycles, l'idée c'était les joueurs vont recréer un nouveau deck à chaque scénario parce que là le scénario va demander de contrer quelque chose en particulier. On va vous attaquer sur la menace, on va vous attaquer sur les dégâts directs, on va vous attaquer, par exemple vous prenez Voyage à Rosgobel, on vous dit il faut que vous construisiez un deck qui soigne au maximum parce que c'est ça la contrainte du scénario. Euh, et donc en fait les cartes elles sont pensées comme ça, elles sont pensées pour vous permettre de contrer les effets de scénario, elles sont pas pensées pour interagir entre elles au départ. Arrivé vers le cycle 4-5 à peu près, le card design commence à changer, notamment avec l'arrivée de Caleb, euh, commence à changer et s'orienter beaucoup plus vers les synergies dans les archétypes. Là, le truc qu'on peut reprocher, c'est que les archétypes sont trop fermés les uns sur les autres, enfin sont trop fermés sur eux-mêmes, et qu'il y a trop peu de ponts qui permettent de lier des cartes entre elles, et tout est très souvent limité à des traits, tout est très souvent refermé sur une mécanique particulière. Donc ça fait que, ben, mine de rien, oui, vous pouvez créer plusieurs decks, mais si vous regardez la diversité mécanique de vos decks, ben, il n'y en aura pas 50 différents malheureusement, malgré le fait qu'on a un très gros pool de cartes, malgré le fait qu'on a des tonnes et des tonnes de héros. Ben, les decks ils vont très vite commencer à tourner en rond et se ressembler, et vous allez commencer à refaire la même chose, simplement avec une composition de héros différente, avec quelques cartes qui changent, mais le cœur de votre deck il aura pas changé d'un deck à l'autre. Ce qui n'est pas forcément ce que vous allez retrouver sur d'autres jeux de cartes. Je me permets aussi d'être critique comme ça parce que si vous jouez à d'autres JCE, je referai les mêmes vidéos sur Arkham et sur Marvel, on essaiera de faire la comparaison. Et je me permets de tailler le Seigneur des Anneaux parce que c'est le jeu le plus ancien et je pense que FFG a beaucoup progressé depuis. Euh, donc voilà, le Seigneur des Anneaux JCE est-il un bon jeu de deck building? La réponse de Portinou, c'est non, si vous voulez, en un mot. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse d'avoir d'autres sons de cloche, j'espère que j'ai argumenté de manière raisonnée, j'espère que vous aurez apprécié la préparation de la vidéo parce que j'ai essayé de pas faire ça juste sur un coup de tête, mais de réfléchir à ce que je pensais vraiment. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos d'analyse ou autres. Et d'ici là, jouez bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!